Bon, Bonjour à bonjour. tous. Salut. Salut Bon, Théo, salut. juste, Cyril, toi, tu as réussi à enregistrer pour... Enregistrement. Alors, c'est quoi cette histoire? Tu as un bouton à côté de partager l'écran, il y a un petit... Toi, tu l'as enregistré? Ouais, là, je suis en train, là. Mais au cas où. Ah bah alors si, c'est bon. Ah bah a priori, il y a marqué enregistrement chez moi aussi. Tu as cliqué dessus? Euh... J'ai pas accès, il y a écrit enregistrement. Chez toi, ça fonctionne. Ouais, ouais, ça a l'air d'être parti, là. Bon, écoute, voilà. Bon, ok. Bonjour à tous. On est vraiment content de vous accueillir dans cette salle et bon, avec Lionel pour qu'on puisse au maximum partager avec vous nos expériences. Euh, on s'est réunis un peu hier pour définir un peu comment on allait vous présenter en fait, parce que c'est un sujet quand même qui est relativement vaste. Et voilà, on voulait être synthétique et vous donner un maximum d'outils ou de moyens on va dire, emmener, accompagner ces jeunes dans cette belle aventure. Peut-être que Lionel, je te laisse la main peut-être pour démarrer par rapport à ce qu'on voulait nous au niveau du cadre. Ouais, 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 Voilà. ouais. J'étais juste en train de regarder deux, trois choses. Alors, donc là, juste par rapport à ce que disait Cyril, l'idée, c'est juste un partage d'expérience, hein. Il n'y a pas forcément de vérité là-dedans, même si pour Cyril, pour moi, ou même Jean-Christophe Bacon, là, qui va nous rejoindre un tout petit peu plus tard du club de Villejuif, même si ça a fonctionné. Voilà, après, ça dépend aussi beaucoup des contextes des uns et des autres, des contextes qu'on peut avoir dans nos clubs respectifs. En ce qui me concerne, donc juste pour me présenter rapidement, j'étais au club de Yutz-Thionville pendant 11 ans. Et là, le contexte pour moi était relativement favorable parce que j'étais donc salarié à temps plein, ce qui n'est pas le cas dans tous les clubs. Tous les clubs n'ont pas cette chance-là d'avoir un salarié. Et en plus, j'avais la chance d'avoir toute la filière de formation féminine de M9 à M15. Voilà. Donc, et pour certaines, même dès le baby volley. Donc, ça, c'est aussi une chance dans la performance en vue des Coupes de France, permettre d'instaurer des choses déjà très jeunes. Voilà. Donc, ça, c'est par rapport au contexte qu'on pouvait avoir. Je voulais juste, par rapport au thème, revenir sur déjà la Coupe de France, ce que c'est, parce que je ne sais pas si tous les clubs y ont déjà participé. Pour resituer un peu la compétition, c'est 7 à 8 tours qui sont répartis sur la saison sportive. Des tours qui ont lieu tous les mois. Généralement, il y a un tour par mois. Pardon. C'est des tours qui rassemblent trois équipes. Trois équipes et les deux premières équipes, donc c'est un championnat à trois, et les deux premières équipes passent au tour suivant. Une fois que le dernier tour est passé, on arrive aux phases finales, donc le Graal finalement pour toutes ces équipes-là. Ce sont de M13 à M17 des phases finales à 12 équipes réparties en poules de 3, à part pour les M20 qui sont des poules, donc des poules de 8. Voilà. Pour rester encore sur le contexte, juste vous dire que Cyril parlera essentiellement des M13 filles, moi pour le coup des M15 filles, et on n'a pas spécialement d'intervenants sur les catégories M17, M20. Je pense qu'il y a une distinction à faire entre ce qu'on va vous présenter et ces catégories-là qui sont déjà pour certaines des adultes, ou en tout cas qui ont aussi des contextes de clubs dans lesquels elles jouent en senior, donc c'est un peu particulier. Maintenant, s'il y a des personnes qui ont des M17 ou des M20 entre leurs mains, qui n'hésitent pas à faire partager aussi leurs expériences de ce côté-là. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de partir du général d'une saison pour arriver petit à petit vers les contenus qu'on mettrait dans une séance de Coupe de France, voilà, juste avant un tour de Coupe de France. Et là, ce qu'on voulait déjà aborder, c'est vous faire partager le fait que pour performer, il faut créer un climat dans son club, un climat de performance propice à ça. Et dans climat de performance, on entend là le fait que les jeunes doivent avoir une motivation particulière. Voilà. Donc, il y a trois choses qui sont importantes pour obtenir cette motivation justement particulière chez les jeunes. Enfin, trois choses qui nous semblent importantes. La première, c'est instaurer une identité club. Voilà. Donc, Cyril, n'hésite pas à intervenir dès que tu veux. Pas de souci, Instaurer une identité club, on entend par là un sentiment de fierté
d'appartenance à notre club, l'amour du maillot, tout simplement. Voilà, ça, c'est des choses. Je sais que Cyril, il accorde aussi énormément d'importance à ça. Voilà. Des exemples en particulier, alors Cyril en aura certainement. Moi, ce que je voulais juste dire, que ça, c'est un travail au quotidien. Alors, encore une fois, je remets le contexte en perspective. On est des salariés et on a le temps aussi pour ces choses-là. Mais c'est un travail du quotidien, à l'entraînement, dans les matchs, les relations entre les différentes équipes, les relations avec les équipes seniors, aller voir des matchs seniors, aller faire du ramassage de balles, demander à des équipes seniors de parrainer des équipes plus jeunes. Ça, je sais que c'est quelque chose qui est cher à Sabrina Adridi, qui n'est pas avec nous là, qui mettait ça en place à Cannes. Voilà. Mais en tout cas, je pense que c'est important d'avoir ce sentiment de fierté, d'appartenir à un club, d'appartenance à quelque chose de plus grand que la joueuse, en fait, que les entraîneurs et que les joueuses. Et ça, je pense que ça a un intérêt dans la perspective de la compétition, que les filles comprennent que c'est le club d'abord, l'équipe ensuite, et après les joueuses à titre individuel. Donc ça paraît un peu tout beau, tout rose de dire ça, mais je sais qu'on y accordait beaucoup d'importance à Thionville et je sais que les clubs qui performent y accordent aussi beaucoup d'importance. Si tu veux réagir, Cyril? Non, c'est vrai, moi je vais juste à essayer d'apporter un complément, bon, et ça va dans ce que tu dis, effectivement. Ça va jusque dans le cri de guerre, ça peut être une devise d'une équipe, ça peut être des valeurs qu'on met en place dès le début de saison, pour se dire on s'appuie sur ces valeurs pour performer, et on y revient régulièrement à l'entraînement. Je crois que c'est voilà, une notion à un moment donné, fonctionner un peu, voilà, fonctionner comme tu l'as très clairement expliqué par rapport à l'appartenance, à l'amour du maillot, voilà, je voulais juste rajouter le cri de guerre ou cette devise qui peut être aussi des supports importants dans la formation et dans la performance. Quand on dit c'est du travail au quotidien, c'est que, pour vous donner des petits exemples, voilà, c'est faire des références aux couleurs du club. Bon, nous, à Thionville, c'était jaune et bleu. Bon, c'est des détails, mais voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Ça allait du matériel, des plots, des cerceaux qui étaient de cette couleur-là et qu'on utilisait régulièrement. Voilà. Mettre en place des t-shirts spéciaux, etc. Encore une fois, c'est un contexte de club qui nous permettait de mettre ces choses-là en place. Donc, voilà. La deuxième chose, donc la première, c'était instaurer une identité de club. La deuxième, ce serait valoriser cette compétition, la Coupe de France. Voilà, l'idée pour motiver les gamins autour de cette compétition, il faut la valoriser. Alors, bon, déjà, par définition, une coupe, c'est marche ou crève, c'est-à-dire que ça passe ou ça casse. Donc, bon, là, il y avait quand même la chance d'avoir 3 équipes à chaque fois et donc 2 qui passaient. Donc, c'était 2 chances sur 3 à chaque fois. Mais il y a quand même cette notion de couperet qui est derrière. Et ça, voilà, assez facilement, les jeunes comprennent que ça peut très vite s'arrêter. Donc, l'aspect motivationnel est décuplé par nature dans cette compétition. Ensuite, la deuxième chose qu'on mettait en avant, c'était de leur faire comprendre qu'elles allaient vivre une aventure. Alors, je parle là pour les premières années M13, quand elles arrivaient à leur première année de Coupe de France, puisqu'après, elles se rendent bien compte qu'effectivement, c'est une aventure. Et ça, nous, on accordait beaucoup d'importance à ces moments-là, parce que déplacement en minibus, parce que parfois nuit à l'hôtel, quand les déplacements étaient lointains. Et c'est vrai que nous, les entraîneurs, on attend que ça. Les présidents, un peu moins, parce que forcément, c'est des frais supplémentaires. Mais nous, on attend ça avec impatience. Et c'est articuler toute la vie collective autour de ça. Les repas en commun, enfin voilà, les réunions de briefing, de débriefing, les moments de visite, etc. Donc voilà, leur faire comprendre qu'elles vont vivre une réelle aventure. On peut aussi s'appuyer sur les expériences passées pour valoriser cette Coupe de France. Les expériences du club, c'est pas forcément de la génération qu'on a entre les mains, mais du club. Voilà, s'il y a des catégories qui ont performé il y a 3-4 ans de ça, et ben, on peut s'appuyer sur ça pour motiver nos gamins, mettre en avant le travail des grandes sœurs. Moi, je parle beaucoup de ça. Bon, pardon, on parle de filles, hein, que ce soit de toute façon Cyril, Jean-Christophe qui nous rejoint
moi à Thionville, c'était des filles, donc pardon. Mais voilà, on parle des grandes sœurs qui ont performé par le Après, je passé. t'arrête, Lionel, excuse-moi, hein, je me permets, je Vas-y, vais vas-y. rajouter une parenthèse, tu parlais effectivement de cet aspect garçon-fille. Moi, je pense que le cadre, pour moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est pas une affaire de genre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on peut, la transversalité garçon-fille, je pense qu'elle existe dans le cadre qu'on veut y mettre. Après, dans le contenu des entraînements ou dans les retours qu'on y fait, ça, c'est encore autre chose. Voilà, pardon. Donc voilà, essayer de parler de ces expériences passées. Et ensuite, c'est aussi important de différencier les objectifs qu'on a en championnat et qu'on aurait en Coupe de France, ou qu'on aura en Coupe de France. Alors, je vais essayer, je vous garantis rien, de vous faire partager un document. Donc, ça donnerait ça. Voilà, j'espère que vous le voyez. C'est le cas, Cyril, tu vois? Oui, oui, parfait. Bon, voilà, alors bon, c'est un document qui est assez complet. En fait, pour vous faire comprendre, c'est que en début de saison, on réunissait les parents de toute la catégorie d'âge. Alors là, en l'occurrence, les M15. Et l'idée, c'était de leur faire comprendre qu'il y a une différence qui est faite entre le championnat, donc nous, c'était de Lorraine à l'époque, maintenant c'est Grand Est, et la Coupe de France. Et là, juste, je voulais vous faire partager cette diapo, parce qu'il y en a d'autres dans cette présentation aux parents. Et voilà, pour vous montrer la différence d'objectifs entre ce qui se passe en championnat et ce qui se passe en Coupe de France. Donc, on voit bien que les objectifs, donc là, ils sont dans un ordre précis. Le numéro 1, c'est en championnat de développer les joueuses. Donc là, l'idée, c'est de donner du temps de jeu à chaque fille et de les faire travailler sur des postes aussi différents. Et en 2, c'est le résultat sportif. Donc, ça arrive après seulement. Donc là, l'objectif était le suivant. Par contre, par rapport à la Coupe de France, ça s'inverse. Le résultat sportif prime, la performance prime. Bon là, pardon, ça peut paraître prétentieux là ce qui est noté. Donc encore une fois, c'est une réunion qui avait lieu en début de saison. Effectivement, l'objectif à ce moment-là, c'était d'être champion de France avec cette catégorie d'âge-là. Je vous donne juste le contexte. En fait, il faut savoir que la génération donc, qui vous est présentée sur cette diapo-là était M15 deuxième année, au moment où on annonce cela. Il faut savoir que l'année d'avant, donc elles étaient première année, elles avaient fait troisième en M15, troisième avec que des premières années, ou essentiellement. Et l'année encore avant, donc elles étaient M13 deuxième année, elles avaient fait finale M13. Donc assez naturellement, même pour les filles, ça semblait évident voilà, de partir avec cet objectif-là qui est certes élevé, qui peut paraître prétentieux, mais à un moment, voilà, il faut aussi ne pas se cacher. Donc, et en 2, venait le développement des joueuses. Voilà. Et après, juste, on précisait à toutes ces familles et aux joueuses donc que le choix était fait en fonction de 3 critères qui sont dans cet ordre-là. La première des choses, c'était l'adhésion au groupe. Donc là, on revient sur toutes ces notions d'identité au club et de respect du collectif. La deuxième notion, c'était l'investissement, bien sûr, être présente régulièrement à tous les entraînements qui sont proposés, en tout cas les entraînements Coupe de France. Voilà, pendant les vacances scolaires, on y reviendra un peu plus tard. Et la troisième, c'était là, c'est la qualité de la joueuse, bien sûr, le potentiel et ce qu'elle apporte sur le terrain. Voilà. Donc, comment je fais arrêter je ne sais pas si c'est arrêter le partage, ça. Ouais. Voilà. Donc, l'idée, c'est de créer un élan collectif. Quand j'entends par élan collectif, c'est évidemment le groupe de joueuses avec l'entraîneur, mais également les familles et même le club en général. Voilà. Et tout ça mis bout à bout. Donc, quand je parle des familles, c'est-à-dire qui suivent sur les Coupes de France, qui viennent encourager, qui mettent de l'énergie dans tout ça. Ils créent aussi des groupes de supporters entre eux, ils créent des t-shirts. Voilà, il y a toute une énergie qui se met en place autour de ça. Et ça participe à la motivation de l'enfant, ou en tout cas à l'inscrire dans un projet. Alors par contre, juste faire attention parce que c'est à double tranchant. Le fait de valoriser tellement cette compétition, c'est à double tranchant parce que si nos objectifs ne sont pas atteints, ou que tout se termine un peu trop tôt,
À ce moment-là, la fin de saison devient très compliquée parce qu'il nous reste plus que le championnat, entre guillemets, plus que le championnat. Et que voilà, les échéances n'étant plus les mêmes, le degré de motivation peut effectivement baisser. Donc, c'est important de valoriser la compétition, mais faire attention parce que si les objectifs ne sont pas atteints, ça peut être compliqué. J'aimerais rebondir sur ce point de vue, Lionel. On parle d'objectifs. Moi, je sais que j'ai pour habitude d'utiliser l'objectif du tour et pas forcément de celui de se dire phase finale ou pas phase finale. Le tour, si vous voulez, dans le travail, on a chaque fois à peu près des blocs de 3-4 semaines de travail et on va rentrer après dans la manière, en tout cas, de les organiser. Mais cette période nous permet de mettre le curseur et de mettre le focus sur le bilan du niveau de l'équipe qui va vous permettre de savoir si, alors évidemment, il y a une connaissance, avoir de l'adversaire. Ça, maintenant, à force, on peut obtenir certaines informations importantes. On sait que c'est des choses sur quoi on peut s'appuyer. Maintenant, en attendant, ce qui est important, c'est de connaître les qualités de ton équipe pour définir réellement un objectif qui soit mesuré. Parce que la difficulté, il l'a très bien expliqué Lionel, c'est quand on s'attache à fixer un objectif, faut être précautionneux parce que ça peut servir comme ça peut desservir parce qu'il faut avoir une conscience des qualités de ton équipe en fonction de l'opposition que tu auras sur le tour, mais de savoir réellement où sont tes qualités pour arriver à être dans un collectif, être complice de ton équipe pour dire voilà, on en est là, notre travail, notre axe d'amélioration, notre chemin, il doit aller là, de A à B et de B à C et chaque tour comme ça et de se dire moi, mon objectif, c'est de se qualifier. Voilà, c'est de se qualifier. Et voilà, chaque tour mérite sa peine et progressivement, même si après, avec mon staff, je travaille depuis de nombreuses années avec une personne qui s'appelle Julien Capeller, que j'ai invité qui n'est pas là, pour simplement définir, ben, nous, on le sait, on sait où on va aller, on sait où peuvent se situer nos limites. Après, nous, on attend juste d'être surpris dans notre travail, parce qu'on sait que parfois, il y a des choses, on peut être en phase de plateau sur une progression, et d'un coup, avoir je dirais, des leviers qui vont faire que la fille, en l'occurrence, ou le joueur, passe un cap. Et là, du coup, il y a d'autres portes et d'autres horizons qui s'ouvrent parce que tu peux envisager d'autres qualités. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça et par rapport à l'objectif. Bon, de toute façon, tu avais raison, c'était le troisième point qu'on voulait aborder, donc ce qui nous semble important pour performer. Donc, je rappelle, hein, le premier, c'était instaurer une identité club. Ensuite, c'était valoriser la compétition Coupe de France. Et la troisième, c'est la fixation d'objectifs. Donc là, Cyril en a très bien parlé sur le fait de rester prudent. Je vous fais juste partager là sur ce qu'on faisait à Thionville. Sur la catégorie M13, nous, le staff, les entraîneurs, fixions les objectifs parce qu'on avait une visibilité que les joueuses n'avaient pas sur ce qu'était le niveau M13 général de cette catégorie d'âge-là. Donc, on fixait un objectif. Par contre, à partir de M15, on l'a testé sur plusieurs générations. On ne l'a pas fait à chaque fois, mais en M15, c'est elle qui déterminait un objectif d'équipe. Voilà. L'idée, c'est en fonctionnant comme ça en M15, alors elles ont une meilleure visibilité du coup, puisqu'elles sont passées par déjà 2 années de Coupe de France M13, donc elles connaissent, elles savent se jauger par rapport aux autres équipes. Nous, on est là aussi pour nuancer tout ça, parce que des fois, elles s'enflamment un peu. Mais l'idée, c'est qu'elles s'approprient davantage leur projet. Parce que c'est aussi ça qu'il faut comprendre, c'est que pour performer, il faut que les joueuses s'approprient le projet. Je vous donne un petit exemple, ce qu'on faisait. Voilà, les joueuses avaient une feuille A4. Chaque joueuse avait sa feuille A4 qu'elle coupait en 4 et elle devait donc noter sur chaque bout de papier qu'elles avaient, donc les 4 bouts de papier, ce qu'elle voulait, ce qu'elle pensait avoir de la Coupe de France, ce qu'elle pensait obtenir, les objectifs aussi qu'elle se fixait, etc. Et après, on mettait tous ces bouts de papier par terre étalés et elles devaient chacune, enfin pas chacune, pardon, tout ensemble, elles devaient rassembler ces bouts de papier, faire des tas de bouts de papier par thème. Et à partir de là, on a sorti 4 thèmes principaux et c'était les objectifs qu'on s'était fixés pour la saison avec ce groupe-là.
Voilà. Et donc là, elle s'appropriait le projet. Voilà, donc la fixation d'objectifs, important bien entendu. Est-ce que sur ces 3 éléments importants, avant de rentrer un peu plus dans le contenu volé, vous voulez réagir? Juste une petite question, Lionel, vous Oui. enregistrez bien? Ouais, c'est bon, Chafik. Ok, merci. Désolé de vous déranger. Il y a pas de- Voilà. Si quelqu'un. Oui, Nabaté. Oui, alors moi j'avais 2 questions. Dans un premier temps, par rapport à ce que tu disais sur le fait de valoriser la compétition, comment vous faites pour justement trouver le juste milieu entre valoriser la compétition et la sacraliser? Parce qu'on arrive aussi à des moments où il y a tellement cet objectif Coupe de France que ça. Ah, Je peux. Oui, ça a coupé. on n'a pas eu la fin. J'espère que tu reviendras. Bon, vas-y, Cyril. Hein, vas-y. Je ne sais pas si elle avait terminé justement son intervention. Ouais. J'avais bien compris le sens. Et c'est vrai que de le préciser, c'est important. Je pense qu'il faut naturellement, dans la manière de fixer les objectifs et d'emmener le groupe à être sur ces enjeux de Coupe de France, parce que c'est aussi ça qui nous anime, c'est ça qui anime aussi les groupes, les équipes. C'est ces enjeux que nous ne trouvons pas forcément au championnat. Découvrir d'autres équipes, d'autres départements. Voilà, en tout cas, cette énergie-là, elle est pour moi, pour ce que les Coupes de France et les finales que j'ai vécues avec les jeunes, c'est quelque chose qui est forcément mis en avant. Par contre, pour éviter que ce soit quelque chose de, entre guillemets, trop important ou trop pesant, c'est important de mettre l'accent sur la façon, sur la manière de jouer, la manière de réciter, j'utilise souvent ce verbe-là, de réciter ce qu'on fait à l'entraînement. C'est-à-dire, c'est pas le tout de savoir, c'est-à-dire de bien s'entraîner, évidemment, c'est légitime, mais surtout, c'est de savoir pouvoir le reproduire en situation, entre guillemets, de stress, en situation d'enjeu. Et c'est pour ça que j'utilise ce verbe réciter, parce que c'est comme un peu à l'école, hein, on apprend une poésie, on passe devant tous les camarades au tableau, hein, tout le monde a peut-être vécu ça, et on doit réciter sa poésie. Et voilà, c'est vrai que c'est un one shot, c'est un examen, c'est un test, on prend comme on veut, c'est le baccalauréat. Bref, c'est des situations où cette gestion du stress, cette gestion émotionnelle est importante. Et pour éviter justement que ça ait une ampleur trop importante, je me limite pas à parler du résultat. Au contraire, le résultat est vraiment secondaire. Et moi, je m'attache beaucoup sur l'aspect de la manière de réussir, la manière de réciter. Et on a beaucoup plus d'ouverture après dans le sens du résultat. Je vais vous donner un exemple, par exemple, concret. Dans le jeu, pour moi, c'est presque une religion dans la manière d'organiser une séance quand il y a une opposition. C'est que, ou même quand il y a un match, c'est que les joueuses évitent vraiment de regarder le score. Le score n'est qu'une indication. Si je vois des visages se transformer parce qu'à un moment donné, tu prends 2-3 points et tu se creuse et que ça affecte sa manière de jouer, c'est pas une donnée qui va être favorable à la performance. Donc le scoring, ce n'est pas, on doit jouer avec, mais on doit peser dans le résultat. Voilà. Donc bien la meilleure place du résultat. Voilà. Est-ce que vous pensez vraiment qu'à cet âge-là, parce que c'est les 2 catégories d'âge qui ont été évoquées depuis le début, la maturité pour prendre ce recul par rapport par l'abstraction du résultat et penser à tout ce qui va à côté, en fait, ou le fait de se faire plaisir avant tout, parce que je pense ça. Moi, je voulais réagir sur. Ça rejoint ce que tu réagir à Niabaté. J'espère que je prononce bien son nom. C'est que, à l'inverse de ce que disait, en fonctionnant de cette manière, à un moment donné, on se fait, l'entraîneur et le club, on se fait finalement, et on se fait happer par cette compétition qui, effectivement, elle centralise toutes les attentions pendant la saison. Et c'est pour ça que je disais qu'à un moment donné, quand ça se termine plus tôt plus prématurément, la deuxième partie de saison est beaucoup plus compliquée. Mais je pense que si on veut performer, alors après, performer, ça veut dire quoi? Est-ce que performer, ça veut forcément dire être champion de France ou être en phase finale? Non. Performer, c'est atteindre ses objectifs. Si on atteint le 4e ou 5e tour parce que c'est ce qu'on s'est fixé, c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que
elle parlait de sacralisation et je pense que nous, en tout cas à Yut-Thionville, on s'est fait piéger par ça et que c'est devenu une compétition majeure, mais majeure plus, quoi. C'est-à-dire que le championnat passait clairement, était clairement passé secondaire. Et, euh, et voilà, mais à côté de ça, quand il y a cette structure de la compétition qui fait que ben voilà, c'est marche ou crève, je pense qu'il n'y a pas le choix. Et voilà. Donc moi, à titre personnel, pour mon expérience, je sais qu'à un moment, on s'est fait piéger par ça et les joueuses étaient exclusivement là-dedans, quoi. Donc je ne sais pas si ça répond, Samuel. C'est vrai, et juste une petite question pour rebondir par rapport à ça. Quand les filles sont passées à M17, derrière, elles avaient le même comportement, à savoir, parce qu'elles évoluaient peut-être en championnat national. Est-ce que le championnat national restait accessoire pour elles et ne voyait que la Coupe de France comme compétition prioritaire ou pas? Je pense qu'elles rentrent dans une logique un peu plus individuelle quand elles passent M17 parce qu'effectivement, elles ont des projets. Déjà, beaucoup sont en pôle espoir ou en CFC. Donc, il y a des projets individuels qui commencent à naître. C'est pour ça qu'en introduction, on disait qu'on fait vraiment une distinction entre M13 et M15. Je pense qu'il y a une bascule qui s'installe dans la psychologie des filles entre M13 et M15, où même étant plus jeune, on arrive vraiment à les fédérer autour d'un projet collectif. Et à partir de M17, il y a l'adulte qui commence aussi à arriver et les filles, elles s'expriment de manière différente et elles perçoivent les choses de manière différente. Et voilà, donc je pense que c'est un peu plus individualisé à partir de M17. Mais là encore, ce serait intéressant d'avoir des entraîneurs. Pardon. Vas-y, Sylvain. Je voulais juste réagir par rapport à ça. Je pense que la Coupe de France, quelle que soit la catégorie, au final, pour faire le distinguo, mais je te rejoins sur le fait qu'il y ait une bascule et le fait qu'il y ait une expérience en senior. La Coupe de France jeune, je peux vous le dire par expérience, des filles qui sont passées de catégorie, qui n'ont plus de Coupe de France, elles en reparlent encore. Donc ça prouve bien que cette histoire, elle est ancrée. Ce sont des beaux souvenirs. Ce sont des beaux souvenirs et il y a pas une forme de nostalgie comme ça qui intervient pour l'avoir vécu, en tout cas, je répète, pour les filles qui sont passées d'âge. Je voulais rebondir sur ce que disait Samuel sur, au final, sur la manière, est-ce que c'est facile, pas facile. Alors, je vous dis, c'est un travail au quotidien, en fait, chaque entraînement mérite à le répéter. J'ai parlé du curseur du scoring, de la manière. Je peux vous donner, pour que vous compreniez le sens, on peut avoir des mauvaises défaites et des bonnes victoires, et des bonnes défaites et des mauvaises victoires. C'est important de l'entendre, ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce rapport-là, et ça prouve bien qu'à un moment donné, ce que tu attends en fonction de l'opposition que tu vas rencontrer, c'est est-ce que tu as récité ce que tu as fait à l'entraînement? Est-ce que tu as ôté ces parasites, ces distractions qui font qu'à un moment donné, peut-être tu vas rentrer dans une forme de peur qui va faire que tu vas être moins performant. Et ça, c'est tout l'enjeu de notre travail finalement. C'est d'emmener cette frontière, cette bascule entre la formation et le résultat de cette formation. Et finalement, le résultat de cette formation, c'est une forme de récompense. Et moi, j'attribue ça à la performance, mais on peut l'appeler autrement. On peut très bien déterminer, Lionel l'a très bien expliqué, sur l'objectif. On peut très bien avoir des objectifs à être sur uniquement un 5e tour parce qu'on sait que ton schéma d'équipe fait qu'à un moment donné, tu vas être confronté à une forme de limite, sauf si tu découvres d'autres choses. Et le but, c'est de faire découvrir d'autres choses. Mais on le sait, à un moment donné, quand on a, quelles que soient les catégories, une organisation de jeu, un fond de jeu, des phases offensives qui font que tu vas te mettre à mal, si tu n'as pas la possibilité de créer une gêne au bloc, à un moment donné, et moi je le vois par expérience en M13, ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce qu'à un moment donné, tu vas pas avoir cette résistance, cette opposition qui va te permettre d'équilibrer les débats. Et il faut être conscient de ça. Alors, j'ai toujours eu cette chance d'avoir des groupes qui font qu'à un moment donné, par rapport à la formation initiale ou par rapport au fait qu'il y a une ou deux joueuses qui veulent rentrer dans ce projet-là, faire que cette chance-là, elle fait partie aussi de notre quotidien. Maintenant, il faut faire grandir ces qualités-là. Et pour revenir à ce que disait la question que disait Samuel, c'est un travail quotidien. C'est-à-dire qu'il faut être derrière, vigilant, que ce soit à un moment donné quelque chose qui soit naturel. Et ça,
Et moi, je le vois après, quand je les vois grandir, hein, en 15, en 17, parce que toute la démarche, elle est faite en 13, même en 11, parce qu'en fait, c'est en 11 que tout se passe. 11, 13. Après, ça glisse, quoi. Normalement, ça doit glisser. Et c'est pour ça que le résultat, chez nous, en tout cas à Ritzheim, dans notre club, les résultats, ils ont glissé 15-17 parce que c'est la suite logique. Après, il n'y a pas de science exacte. On le sait, un cinquième, un sixième, un septième tour, dans les oppositions, tu peux gagner, tu peux perdre. C'est la loi du sport. Sinon on ne ferait pas ce qu'on fait. Si on savait déjà que les choses étaient jouées d'avance, on n'aimerait pas ce qu'on fait. Parce que voilà. Maintenant, en attendant, il y a vraiment une culture de la manière, une culture de bien jouer, une culture de se faire plaisir dans le fait d'oser des choses. Je pense que l'indication, mettre trop d'enjeux, trop sacraliser un événement, j'ai fait cette erreur quand j'ai démarré. Donc je peux en parler. J'ai fait vraiment cette erreur. Et je me suis mangé parce qu'à un moment donné, je me mettais moi, en tant qu'entraîneur, j'étais dans la transmission d'une manière inconsciente par notamment le non-verbal, ma manière. Après, quand tu verbalises aussi, naturellement, mais je veux dire, globalement, tu emmènes quelque chose de trop important, presque inatteignable. Aujourd'hui, c'est pas que je m'en fais plus, c'est que le travail, il est fait à l'entraînement. Si le boulot, il est fait à l'entraînement, en match, tu dois réciter. Si tu récites, même si on a perdu, si on a bien récité, je suis capable, dans des débriefings, je l'ai déjà fait, de féliciter parce qu'on a rencontré une équipe qui était meilleure que nous. Et c'est ça aussi le sens qu'on doit y donner aussi dans cette aventure-là, c'est d'emmener des valeurs d'humilité. Parce qu'à un moment donné, voilà, à un moment donné, sur un match, voilà. Et le but pour nous, le plus gros travail, c'est vraiment de définir les moyens que tu mets à l'entraînement pour donner la confiance à tes joueuses, à ton équipe, de performer à l'instant T. Voilà. Moi, c'est comme ça ma vision. Ça, l'entraînement, on y reviendra un petit peu plus tard, ce que disait Cyril. Juste avant de reprendre le fil du truc, juste préciser à Nabaté, j'espère que je le prononce bien, excuse-moi. On a répondu à ta question, on a vu que ça avait déconnecté, donc tu regarderas du coup la vidéo. Je pense que ça… Voilà. Ok, ça marche, pas de problème, merci. Et j'ai vu que Sylvain voulait réagir à un moment, je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Je m'interrogeais parce que effectivement, on se retrouve rapidement avec un décalage entre guillemets d'intérêt entre la Coupe de France, où on trouve des équipes à notre niveau pour l'avoir joué en tant que jeune, mais également sur le fait que il y a des week-ends entre guillemets, on pourrait s'ennuyer dans le championnat. Et est-ce que du coup, que tu avais mis un objectif d'être champion, mais est-ce que c'était dans la catégorie M15 en Lorraine ou que tu voulais être champion entre guillemets régional ou départemental, ou est-ce que pour essayer de valoriser un peu le championnat local, essayer de les mettre en M17 en les surclassant par exemple toute l'équipe et en les mettant entre guillemets un peu en difficulté, que ce soit un challenge de week-end? Oui, l'idée c'est aussi de les surclasser. Malheureusement, bon là c'était une génération particulière, mais malheureusement donc le championnat M17 lui aussi était inintéressant. Ouais. Inintéressant pour cette génération, c'est pas le cas de chaque année. Et voilà. Alors après, ça on anticipe sur un truc que j'aurais aimé voir plus tard, c'est de dire que pour performer, il faut jouer, mais jouer avec une opposition régulière, une situation de stress aussi. Et là, on en parlait avec Cyril et JC, c'est des choses que nous, on essaie de mettre en place régulièrement. Le premier point, c'est à l'entraînement. Savoir mettre en place du jeu. Alors, à Thionville, on avait la chance d'avoir filles-garçons et en plus des équipes qui performaient en Coupe de France dans les deux genres. Donc, on faisait des oppositions filles-garçons de manière très régulière. Pour vous donner une idée, en M13, c'était toutes les semaines parce que l'entraînement était commun. Donc, c'était que des oppositions pendant 2 heures. Et en M15, on avait la chance d'avoir un effectif assez important, donc nos oppositions étaient intéressantes. Juste les filles entre elles, mais on faisait aussi des matchs régulièrement. Donc ça, c'est la première chose pour beaucoup jouer, c'est à l'entraînement. Comment le mettre en place. La deuxième chose, c'est trouver des tournois. Et là, on a la chance sur le Grand Est, il y a le club de Rixheim avec Cyril là, qui propose un super tournoi M15 avec des équipes étrangères, etc. Donc là, pour vous résumer le truc, c'est qu'avec les générations M15, on essaie de faire 3 tournois dans l'année. Un tournoi au mois de septembre, un tournoi de préparation, un tournoi en milieu de saison qui, lui, nous lançait sur la fin de saison Coupe de France et c'était une rampe de lancement pour les phases finales. Et on avait un tournoi en toute fin de saison qui, lui, préparait à la saison d'après.
donc qui est aussi un moyen de performer pour la saison future. Donc, le premier, c'est à l'entraînement. Le deuxième, c'est trouver des tournois. Le troisième, c'est trouver des matchs amicaux aussi. Alors là encore, on en revient au contexte aussi des clubs. Encore une fois, moi, à titre personnel, j'étais salarié, donc j'avais du temps dégagé pour ça. Mais ça veut dire sur les jours fériés avec Cyril, combien de fois lui est venu sur Utz et moi sur Ixheim, donc il y a 3 heures de route. Mais voilà, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut et être prêt à faire minimum 3 heures, je pense, pour trouver des clubs intéressants avec lesquels s'affronter. On a fait ça aussi sur Paris. Voilà. Et la dernière possibilité, c'est de faire des stages en commun avec des clubs formateurs. Alors là, pour le coup, soit environnant, soit, encore une fois, il ne faut pas hésiter à se déplacer. On l'a fait aussi avec Rixheim, on l'a fait avec Saint-Cloud. Donc voilà, pour vous dire que à un moment, si vous voulez entraîner vos joueurs à performer, il faut des oppositions. Et en France, pour avoir des oppositions, il faut souvent, à part peut-être dans le sud de la France, peut-être sur Paris, mais il faut souvent faire 3 heures de route. Merci. Est-ce que je Ça va, peux… Sylvain? Sylvain, Oui, ça oui, va? merci. Célim, vas-y. Oui. Oui, bonjour tout le monde. Je me présente du club de la SVV Sionville aussi. Vu cette Coupe de France, on a participé, que ce soit comme entraîneur ou même dirigeant ou supporter, je veux dire, aux parents. Je veux dire, c'est juste pour revenir sur le mot, qu'est-ce qu'elle amène cette Coupe de France. Surtout là, c'est l'avis de l'entraîneur qui parlait très sincèrement. Cyril, on se connaît tous presque dans les Coupes de France, c'est pas mal. Et derrière, ce qu'elle amène comme souvenir pour les joueurs, je veux dire à tous les clubs qui hésitent pour cette Coupe de France, surtout, c'est qu'est-ce qu'elle amène pour le club, pour les supporters, pour les parents et pour le joueur et pour l'entraîneur. Ça veut dire vraiment, c'est les constituants dans un club qui sont importants. Et à part le souvenir, à part la gestion de faire, nous, on a la chance même d'organiser 2 fois la Coupe de France chez nous. D'ailleurs, j'étais même avec Lionel, l'organisateur de la Coupe de France. Et j'incite tous les clubs de le faire parce que même, bon, Cyril l'a fait aussi à Rixheim, j'ai toujours suivi ces gens qui organisent. D'ailleurs, c'est une très belle aventure, très enrichissante pour les clubs. Ce n'est pas question de moyens. Ce n'est pas question de grands clubs. Il faut profiter du timing, du bon moment que le club il a vraiment un potentiel, que ce soit joueur, potentiel, un capital, entraîneur aussi. Et après, ça va tout de suite tout seul. Les ressources humaines, on les trouvera parce qu'il y a derrière des parents. Et surtout moi, on parle de valeur, on parle de valorisation, il y a beaucoup de valeurs, surtout que au volley, moi je pense qu'on l'a vécu, même je pense que pas mal de clubs l'ont vécu. Il y a question de spectacle qui est vraiment autour de ça. À certains moments, on retrouve un grand spectacle, vraiment une ambiance que même nous, autant Lionel l'a dit, autant que club, que dans les premières équipes, on ne les retrouve pas. Et ça, c'est important dans les thèmes qui étaient même sur la chaîne là, qui étaient intervenus, que ce soit leadership, ainsi de suite. C'est le moment où il y a des grandes valeurs qui se mettent en place pour le joueur. Et ça, pour moi, c'est important de voir que c'est une compétition. Au niveau de la qualité de cette compétition, rien à voir. Moi, je parle surtout, les premiers tours, ce n'est pas une qualité de compétition, mais il faut arriver à la finale parce que la qualité de cette compétition elle est très, très vraiment dense. Et je pense en France, moi j'ai même été voir en Belgique, voir d'autres compétitions de finale. Je peux vous dire que la qualité des finales en France, c'est une très grande qualité. Le problème, c'est que maintenant, c'est le suivi, l'après. Là, les vraies questions qui se posent, après, je demande ma question, parce que je suis intervenu un peu comme ça. Il y a une qualité d'entraîneur, il y a un qui vraiment, il y a les Coupes de France dans des équipes, ça se maintient sur des personnes, ça c'est sûr. Il y a des gens qui sont entraîneurs, il y a autour aussi une machine qui se met en place, que ce soit dirigeants, que ce soit d'autres qui aident, ça c'est sûr. Mais nous, on a la chance d'avoir, je vous dis ça devant Lionel. Il y a vraiment, déjà le projet, c'était à long terme parce qu'il y a une histoire de travail sur les jeunes. C'est-à-dire la gestion du club, tout de suite, après, c'est mis vraiment sur un projet travail. Est-ce que tu as une politique de travail sur les jeunes déjà? De travailler vraiment, d'aller loin sur le travail des jeunes. Ça, c'est très important
pour que le problème, c'est que l'après, pour moi, Lionel il a parlé des M15, mais cette équipe-là, par exemple, M13, ils étaient champions. Après M13, ils étaient même au niveau départemental en finale, où ils ont eu la Lorraine. C'est le même groupe de Thionville qui forme cette équipe. Il était M15, même M17 au champion de France. Donc, après ce suivi-là, pour moi, est-ce que habituer les joueurs dans certains niveaux de compétition ou d'une motivation, est-ce que lorsqu'ils partent, comme dit Lionel, que ce soit dans les centres de formation ou des pôles ou n'importe, c'est des talents qui semblent, puisqu'il arrive en finale Coupe de France, comment cette motivation peut aussi, le revers de la médaille, ces gens-là, ils peuvent aussi ne pas se retrouver dans les objectifs d'ici ils changent de club ou quelque part qu'ils ne retrouvent pas la même motivation. Voilà. Donc là, Je laisse répondre. ouais, non, par rapport à cette dernière question là, c'est que c'est quelque chose que je voulais aborder en conclusion, vous faire partager une expérience. Donc, je ne sais pas si Cyril, toi, tu l'as vécu. On a été champion de France avec Thionville et qui plus est à domicile. Donc, je vous laisse passer les émotions qu'il y a eu. Moi, je vous invite, si par bonheur, parce que je vous souhaite à l'être, devenir champion de France, à faire très attention dans le discours une fois que c'est arrivé, à faire très attention et relativiser tout ça avec vos joueurs et vos joueuses. Parce que les conséquences derrière, bon, c'est pas qu'elles vont être dramatiques, mais il y a des conséquences derrière un titre comme ça. Et voilà, il faut faire très attention au discours qu'on va tenir aux joueurs et relativiser tout ce qui se passe parce que voilà, c'est simplement, comment dire, ça fait partie de leur formation de joueuses et rien de plus, quoi. Elles ne sont pas arrivées au bout, c'est ça que je veux dire. Et parfois, les joueuses peuvent avoir cette impression-là, malheureusement. Mais donc voilà, moi, c'est ce que je n'ai pas réussi à faire à ce moment-là. Et avec le recul, je le regrette, mais voilà, c'est comme ça. Donc, je vous fais juste partager ça. C'était pour rebondir sur ce que disait Céline. Cyril, toi, tu voulais intervenir là-dessus? Non, oui, ouais, non, intervenir, oui, dans le sens où, tu sais, à un moment donné, on ne peut pas, on ne peut pas tout maîtriser, hein. Voilà. On ne peut pas tout maîtriser, hein. Je veux dire, voilà, le but, c'est qu'on progresse encore et qu'on découvre de nouvelles choses qui nous font avancer. Et on fait tous des erreurs. Il faut en faire des erreurs, puisqu'on dit aux gamins, tu prends de l'audace, l'envie de se risquer à faire quelque chose, ça passe par là. Donc, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, c'est en faisant des erreurs qu'on progresse. Maintenant, si le fond a toujours été animé par quelque chose de bon et d'intelligent, parce que je place l'intelligence dans la relation, elle est importante. À un moment donné, on ne peut pas tout maîtriser. Je veux dire, une joueuse ou un joueur qui part dans une autre structure, soit CFC ou autre, ma foi, voilà, elle vit son aventure avec son histoire. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, elle performe, elle progresse davantage ou elle arrête, ou il arrête? Je veux dire, on a des exemples là sous le coude. On ne peut pas être responsable de tout, c'est ça que je veux dire. C'est important de l'entendre. Maintenant, en attendant, on a un maillon dans le parcours de la joueuse ou du joueur, ce qui est important. Et si on peut emmener ce maillage de la manière la plus intelligente possible, dans le respect de son intégrité, parce que je suis convaincu qu'avant de former un athlète, et ça, souvent j'insiste là-dessus, on éduque, on est éducateur. Avant d'être entraîneur, on est éducateur. Et donc, pour moi, c'est des valeurs par rapport au fait de faire grandir un individu dans ses valeurs plutôt qu'un athlète, et de voir un athlète comme un outil finalement de travail, entre guillemets, hein, je mets des guillemets partout. Hein. Et moi, je sors de ce schéma parce que avant de devoir se réaliser en tant qu'athlète de performance, s'il en est, j'ai bien dit s'il en est, c'est toute la chaîne cognitive qu'il faut. Cognitive, l'environnement et des choses sur quoi tu peux, tu peux faire qu'il y ait une progression. Après, au-delà de ça, je pense qu'on a nos limites. Le cadre, il est posé. Au-delà du cadre, voilà.
Il n'y a pas de vérité absolue. On a démarré par ça, Lionel l'a dit, il n'y a pas une vérité, c'est pas la vérité. Il y a une vérité du moment en fonction d'un groupe, en fonction des individus, en fonction d'un environnement. C'est pour ça que c'est riche aussi ce qu'on fait. C'est pour ça que c'est passionnant, je trouve en tout cas personnellement. Voilà. Ok. On va reprendre un petit peu le fil là. Donc, ce qu'on voulait aborder ensuite, c'est que pour performer en Coupe de France, il faut aussi savoir composer son effectif. On n'est pas en train de dire, c'est évident qu'en Coupe de France, quand vous avez un groupe de jeunes, vous allez aligner les meilleures joueuses parce qu'encore une fois, c'est la performance, c'est marche ou crève, il faut que ça passe. Donc, mais là encore, ça dépend des contextes. Et c'est ce qu'on voulait vous faire partager avec Cyril et JC. Je pense que là, il va pouvoir intervenir là, dans peu de temps. C'est le contexte que nous avons, nous, en tout cas à Thionville, c'était, on avait une base de 24-25 M15 à l'époque. Donc, pour la Coupe de France, bien évidemment, vous ne pouvez faire qu'une seule équipe et 12 joueuses maximum. En sachant en plus que si vous allez en phase finale, la fédération ne prend en charge que pour 10 joueuses. Donc après, c'est au club d'aligner la suite. Mais on partait dans l'idée de prendre 12 joueuses. Voilà, donc ça, c'est notre contexte. Et pour vous dire même, on est parti sur 14 joueuses parce que sur les tours de Coupe de France, vous pouvez faire une feuille de match différente à chaque match. Donc, vous pouvez modifier vos effectifs. Donc, il y a même des années où on partait à 14. Pour les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure, avec le fait que ça dynamise le club, les parents qui suivent, donc plus de supporters, plus de parents qui suivent. Et voilà. Donc voilà, sur le nombre de joueuses, moi je voulais vous faire part de ça. Cyril, je pense que toi, tu es aussi au max à chaque fois, tu es au taquet des nombres de joueuses que tu peux prendre. Alors le projet en M13, c'est pas 10, c'est sur les futurs prises en charge, c'est la base de 6. Mais voilà, j'ai toujours mon président et ma secrétaire qui râlent un peu. Mais bon, je me bats là-dessus. Moi, je me bats depuis maintenant 15 ans sur le club pour dire que voilà, et c'est ce qui fait aussi la réussite. Enfin, une des clés de la réussite, c'est je pars toujours à 8. 8 dans un schéma de jeu et dans un projet de travail, parce que j'ai un projet de travail, je peux monter. Alors, il m'est arrivé de monter à 10, 12 maximum pour justement intéresser des jeunes qui sont entre deux en termes de niveau de jeu, en termes de compétences, en termes de compétences générales. Et voilà, et de les faire rentrer dans ce projet pour qu'elles glissent ensuite. Et j'ai pour habitude de mettre pas mal de première année, voire même cette année, ça a été le cas de M11, parce qu'elles ont des caractéristiques intéressantes. Donc à partir de là, moi je prépare un peu dans ces schémas-là. J'essaie de trouver une combinaison, un tiers, 2 tiers. Hein, je ne fais pas de voilà, parce qu'il y a pas, chaque saison est différente, mais que ce tiers-là me permette d'embrayer sur la saison d'après. Comme ça, j'ai une forme un travail en quinconce qui va me permettre de travailler sur la saison d'après. Voilà, parce qu'elles ont vécu quelque chose, elles ont travaillé avec le groupe. Et comme ça, ce n'est pas quelque chose qui est posé en disant bah, toi, tu es M11, tu restes M11. Tu es M13, tu restes M13. Il y a parlé à un moment donné de surclassement. Je crois que c'est Sylvain qui avait dit pourquoi on ne pourrait pas monter de M15 en M17 pour donner. Après, les caractéristiques par région semblent différentes, hein, parce que nous, les M17 sont moins forts que les M15. Les meilleurs M17 jouent en senior. Ça, c'est un autre sujet. Maintenant, ceci étant, moi, je ne m'arrête pas que sur l'âge, je m'arrête sur le niveau. Le niveau où la potentialité, ça c'est le regard de l'entraîneur qui fait qu'à un moment donné, tu détermines qu'une joueuse va être dans un potentiel, qui va, à un moment donné, il y aura ces leviers que j'ai parlé d'avant, ces leviers qui vont… Et là, je vous rends attentif sur un point, dans ces leviers-là, il y a l'environnement, je reviens beaucoup là-dessus, c'est-à-dire les parents. Parce que les parents il va être un indicateur, c'est-à-dire de déceler la motivation du jeune. Est-ce que tu vas avoir le jeune et un environnement favorable? Parce que si tu as le jeune, mais que tu n'as pas un environnement favorable, on parlait d'assiduité avant, d'investissement, tu l'as souligné comme ça, voilà. Mais ça va être un frein à un moment donné pour vous, dans votre travail. Donc, il y a plein de paramètres finalement que vous devez déterminer, des critères qui font qu'à un moment donné, moi je fonctionne comme ça, 1 tiers, 2 tiers, dans un schéma élargi. Et ensuite, je détermine qui sont, mais en étant le plus transparent possible. Hein, cette année, ça a été le cas. J'ai identifié 8 joueuses, d'accord, 8 joueuses. Et après, puisqu'on était à 10 sur ce projet-là,
ben, la 9e et la 10e, elles savaient qu'elles étaient 9e et 10e. Il n'y avait pas de malentendu. Il y avait juste que j'ai déterminé, voilà les 8. Et je crois que c'est important dans le discours qu'on dise, voilà, les responsabilités ben, d'une telle ou d'un tel, ça va être, voilà, de calibrer un peu les responsabilités de chacune. Et pas de rester dans un flou en disant, ben, aujourd'hui, ce tour-là, ben, ça va être toi, et ce tour-là. Parce que si on veut créer une relation de cohésion de groupe, il faut être très vigilant, je pense, dans la manière ou dans le contenu du discours que vous allez avoir à l'égard de vos joueuses ou de vos joueurs pour déterminer quel rôle, quelle mission, si je puis dire, elles vont avoir. Voilà, j'ai été, comme d'habitude, un peu long, mais voilà, ça permet, j'essaie d'éviter d'oublier des choses et ça, vous prenez ce que vous avez envie de prendre. Est-ce que, JC, est-ce que tu peux intervenir sur le fait d'intégrer des plus jeunes et quel intérêt? Alors, bonjour à tous. Moi, j'ai juste fait un petit retour sur l'expérience de Villejuif. À Villejuif, ouais, j'ai toujours fonctionné dans le sens où j'avais toujours, moins ces 2 dernières années, mais j'avais toujours des M11 et des premières années. Toujours dès le départ, on partait à un groupe de 7 ou 8 avec 2 ou 3 poussins ou poussines plutôt, ou des premières années M13. J'ai toujours travaillé dans l'optique de préparer la saison suivante. Et pour ça, pour préparer cette saison suivante, dès le départ, j'utilisais la Coupe de France et j'utilisais le championnat qu'on avait sur l'île de France, avec un double objectif en même temps. Ce qui était important pour moi, c'est que une M13 deuxième année qui avait vécu déjà une phase finale avait comme mission de transmettre à la plus jeune son expérience. Et ça a plutôt bien marché pour nous à Villejuif parce qu'on a toujours réussi à fonctionner dans ce sens-là, où nos jeunes, nos premières années, ont derrière réussi à performer, à faire des phases finales, à faire des podiums, et à progresser derrière en M15. Parce que même si elles n'ont pas réussi à faire, je prends la génération 2002 à Villejuif, elle a fait la première phase finale qu'elle a fait en tant que génération 2002, elle l'a fait en M17 la saison dernière. Mais elles ont participé, elles ont grandi avec la génération au-dessus. Donc là, pour moi, le plus important, c'est la transmission. La transmission de compétences, la transmission d'expérience, le savoir-vivre en groupe. Dès le départ, prendre une jeune et l'emmener au bout. Le petit point où à Villejuif, c'est un cas à part parce que je ne dirais pas un cas à part parce que je pense que à Hermont c'est pareil, à Agnières c'est pareil. Moi, j'ai eu des années où j'avais pas de parents du tout, où les parents étaient absents du projet. Ils étaient là, j'avais les gamines, elles arrivaient au gymnase, elles habitaient la cité à côté, j'avais pas de parents où je gérais tout de A à Z. C'est-à-dire les déplacements, les hôtels, les autorisations parentales pour entrer pour faire des CRE, les trucs, etc. J'avais l'autorisation des parents, je les avais au téléphone, je les voyais 1 ou 2 fois par an. Mais le projet en lui-même, c'était un projet expliqué d'abord à l'enfant, qui expliquait lui et derrière aux parents parce que les parents ne venaient pas. Ils ne venaient pas aux réunions, c'était les grands frères, ou c'était ceci, etc. Donc, le contexte parental, je trouve qu'il est important, mais il est en fonction des bassins de pratique. Le bassin alsacien et lorrain est différent du bassin parisien, comme il est différent du bassin Provence ou qui est différent du bassin de la Bretagne. C'est en fonction des groupes, en fonction du contexte. Et ça, c'est important. Mais on essaie d'évoluer là-dessus à Villejuif avec les parents. Ce qui est complet, par exemple, depuis 2 ans, ça a complètement changé. J'ai des parents qui sont là tout le temps. Donc, les parents font de nouveau partie du projet. Voilà. Ok, merci JC. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus, sur donc, la composition d'un effectif? Est-ce que vous avez des réactions là-dessus? Moi, j'ai une question. Vas-y. Vas-y, Sylvain. Vas-y, Sylvain. Non, pour Cyril, quel discours, j'étais pas là au début, mais quel discours tu tiens pour la 9e et 10e personne? Quel discours pour faire en sorte que ces personnes-là ne lâchent pas, continuent à s'entraîner pour derrière, est-ce que tu lui offres une possibilité d'intégrer comment tu fais? Alors, 9 et 10, clairement, ça sort du schéma de jeu. C'est-à-dire que 9 et 10,
Au cas où elles savent qu'elles peuvent se rendre disponibles si j'ai vraiment une blessure, à ce moment-là, on réfléchit ensemble. Mais ça, c'est vraiment pas l'alternative que je mets en avant. Ce que je mets en avant, ça dépend de son âge. Si c'est vraiment une toute jeune, à ce moment-là, elle prépare la saison d'après. Elle sait qu'elle déjà elle est valorisée par rapport à ça. C'est-à-dire que pour accéder, parce que j'ai cette chance au niveau de la base, d'avoir suffisamment de jeunes, je dirais, au club issus. C'est pour ça que je dis l'enjeu, il se passe en M9, M11. Hein, l'enjeu, il est là. Parce qu'ensuite, on les emmène sur cette base-là à accéder à ce projet ou pas. Alors, j'ai des projets où, à un moment donné, elles sont mélangées parce que j'insiste aussi, elles ont 3 entraînements dans la semaine. Un entraînement où elles sont surclassées M15 le vendredi. Après, voilà, je rentre déjà dans un sujet de préparation, mais c'est important d'expliquer pourquoi la 9e et la 10e, elles sont dedans. Le mercredi, c'est que Coupe de France pure. Et le mardi, pardon, le mardi, il y a une combinaison où parfois je vais mixer avec les niveaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce projet Coupe de France, il n'est pas que à part, mais il est aussi mélangé avec les autres niveaux. Pour qu'à un moment donné, on développe d'autres choses, une harmonie au niveau du club, pour faire qu'à un moment donné, elles se mettent aussi, je ne dis pas tout le temps, souvent c'est les semaines après les tours, pour ensuite que voilà, il y ait de la liaison qui se fait au sein du club et pas faire que ce projet soit à part. Mais ceci étant, pour revenir à ta question, 9e, 10e, voire des fois, il m'est arrivé de travailler à une base de 12, parce que 3 x 4, dans le travail, ça matche bien. 9, 10, 11, 12, c'est des projets où tu vas plus tabler en disant tu prépares la saison prochaine, c'est bien, tu es dans ce groupe, super, c'est comme une valorisation, voilà, parce que chez nous, on fonctionne par 3 groupes, il y a groupe 3, groupe 2, groupe 1. Donc le groupe 1+, c'est le projet Coupe de France, par exemple, hein, c'est comme ça qu'on a nivelé le truc. Et celles qui sont sur leur dernière année, c'est que je perçois qu'il y aura. Elles sont parfois un peu tardives. Elles démarrent en M13 première année ou deuxième année, peu importe. Mais on va les préparer à avoir un certain rythme, une certaine exigence dans le travail pour les préparer en M15. Et quand elles sont surclassées le vendredi, parce que quand elles s'entraînent en M15 le vendredi, elles acquièrent encore plus d'expérience. Mais elles sont déjà très fières d'appartenir à ce groupe. Tu vois, je ne sais pas si je réponds à ta question, Shafiq. Si, c'est bon. Merci. Ouais, voilà, c'est comme ça. Je rejoins Cyril par rapport à ta question, Shafiq. Donc, même fonctionnement en M15, hein, on était à 13-14 sur certaines générations. On présentait à la 13e et 14e, on présentait le projet d'entrée dès le début de la saison. Donc, on essayait d'être très clair avec elles. Et ces filles-là, donc on leur disait que sur les premiers tours de Coupe de France, elles auraient du temps de jeu. On expliquera après comment on découpe la saison, voilà, mais qu'elles auraient du temps de jeu. Et qu'arrive un moment, et ben forcément, l'équipe va se resserrer autour d'un noyau dur. Et qu'après, ce serait plus compliqué. Mais par contre, qu'on les garderait intégrés dans l'aventure, dans un rôle, puisqu'on peut, sur les feuilles de match, dans un rôle soit d'adjoint, soit de kiné. Enfin, voilà. On jouait là-dessus. Voilà. Après, on leur posait le contexte et libre à elles de nous dire non, je ne le sens pas. Et à ce moment-là, il n'y avait aucun problème. Mais à partir du moment où elles l'acceptaient, bon, voilà, on souhaitait que ça se passe du mieux possible. Malgré tout, ça reste difficile. Pour avoir fait des retours avec elles sur une fin de saison où elles vivent effectivement une phase finale en étant adjointes, machin, sur le moment, elles sont à fond, mais il y a quand même une petite part de regret, ça, il ne faut pas se le cacher. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Une question pour toi, un peu pour tout le monde. Comment vous gérez quand une majorité de joueurs de la catégorie en dessous, en termes de concurrence purement sportive, est meilleure que les joueurs de la catégorie au-dessus par rapport au projet Coupe de France? Et donc, du coup, ces joueurs-là font déjà la Coupe de France dans leur catégorie pour performer et éventuellement pourraient ou devraient intégrer la Coupe de France dans la catégorie supérieure sur le terrain ou dans l'effectif à la place de joueurs. Voilà. Et donc, du coup, le 9-10, là, ou le 13-14, ça se retrouve être des joueurs en question, mais même des fois, les joueurs se retrouvent à pas être dans le 6. Voilà, c'est cet aspect quand il y a pas mal de joueurs. Quand c'est un joueur ou deux joueurs, bon, qu'on peut intégrer, je trouve que ça pose pas vraiment de problème. Mais quand c'est beaucoup de joueurs ou joueuses, bah, là, ça rejoint le PowerPoint qu'on a présenté tout à l'heure en disant que la Coupe de France, c'est la performance. Donc, à partir de là, si les filles sont claires avec ça et elles souhaitent s'engager dans le projet,
Et ben, s'il y a une super génération M15 et tu as 4 filles du 6 de base M17 qui est composé de ces M15-là, ça sera le cas. Après, parce que c'est la performance et qu'on va mettre les meilleures filles sur le terrain. Alors, encore une fois, ça dépend aussi du moment de la saison. C'est sûr que sur les premiers tours de Coupe de France, enfin, en tout cas dans le contexte qu'on avait nous à Thionville, aller jusqu'au 4e, 5e tour, on pourrait se permettre de beaucoup faire tourner. Et après, ça se complique. Mais voilà, il faut que les filles soient au clair là-dessus. Si elles s'engagent dans un projet Coupe de France, c'est la performance avant tout. Et qui dit performance, à un moment, c'est mettre les meilleurs sur le terrain. Donc, si ça doit être des plus jeunes, c'est des plus jeunes. Après, je ne dis pas que c'est simple. Avec le recul, on a eu des soucis. Mais le projet est présenté comme ça en début de saison. Je n'étais pas là au début de l'intervention, j'étais sur une autre intervention. Mais c'est vrai que, oui, distinguer, moi à l'époque, c'est ce que j'ai eu l'occasion de faire à plusieurs reprises dans différentes catégories. Mais distinguer, oui, le championnat. Alors, du coup, on avait séparé les effectifs M15 et M17 pour le championnat. Mais après, du coup, voilà, au moment où arrivait la Coupe de France, donc après, oui, sur le papier, bien sûr, si on explique performance, c'est assez clair. Mais c'est assez clair pour ceux qui sont motivés par ce projet au départ. Mais même quand on le présente au début, s'il y en a qui n'adhèrent pas, dès le début, enfants et derrière parents aussi, ça reste assez compliqué à gérer. Oui, c'est sûr. Encore une fois, on a eu des soucis là-dessus. Malgré, enfin, j'avais l'impression d'avoir, en tout cas, proposé le projet, le présenter, être transparent sur ce qui allait se passer. Voilà. Il y avait Sylvain, oui, tu voulais tout. Oui, j'avais une petite question sur parce que effectivement, alors je pense sur les groupes c'est important, mais quelles étaient vos fonctions, votre rôle en tant qu'entraîneur sur la transmission? Alors je sais tout à l'heure, il en a parlé, parce que je pense que l'entraîneur, moi, s'il prend une équipe en 2 ans, par exemple les 2 catégories M15, il n'arrivera à rien. Je pense qu'il est important qu'il y ait une continuité, donc qu'il s'occupe du baby, ce qu'on appelle baby, mais jusqu'à M15, et qu'il gère tout ce secteur-là, quoi. Je pense que les entraîneurs qui se refilent 2 ans, 2 ans, 2 ans, il y a très peu de chances que ça fonctionne. Et que, du coup, moi, je privilégie plus le travail en continuité de l'entraîneur. JC, je peux intervenir là-dessus? Ouais, JC, vous pouvez vous partager la question. JC, pardon, vas-y, JC. Ouais, non, en termes de transmission, moi, à Villejuif, je fais M11 et M13. Donc, dès le départ, dès que comme je rejoins ce que disait Cyril, hein, tout commence chez les poussins. C'est dès comment tu travailles avec tes poussins, ça va se transmettre comment tu vas travailler avec tes M13. Moi, je mettais en place le fait que les entraînements, je ne faisais pas d'entraînement spécifique, à part les 2 dernières années où on séparait les groupes parce que les niveaux étaient complètement différents. Mais au départ, les groupes, et c'était des débutantes, étaient avec le groupe Coupe de France. Les poussines venaient s'entraîner, on faisait 3 entraînements la semaine, les poussines étaient là aux 3 entraînements, avec des rôles spécifiques, avec quand on faisait des échauffements, des travails par équipe, tout ça, il y avait toujours une poussine, voire 2 poussines avec une M13. Et ça permettait j'expliquais bien aux M13, c'est-à-dire aux plus grandes, ce qu'elles devaient faire par rapport à M11. Il y avait toujours une explication au début de l'exercice, en individuel, après un retour de match, où j'expliquais comment il fallait qu'elle fonctionne par rapport à la fille qui était avec elle, parce qu'il y a des filles qui n'acceptent pas de s'échauffer ou de s'entraîner avec une fille qui n'arrive pas à envoyer la balle. Des fois, ça arrive. Moi, ça m'est arrivé. Donc, il faut bien. Mon rôle à moi, c'était l'explication. Et ma mise en place, j'ai fait ça ma mise en place, je l'ai mis en place en M11. En M11, les entraînements, c'est commun. On s'entraîne tous les jours à Villejuif. Et dans cette catégorie-là, il y a des entraînements spé, mais dans les entraînements communs, c'est une forte avec une moins forte, une plus vieille avec une moins vieille, avec une plus jeune plutôt. Voilà, c'est comme ça que je fonctionnais et c'est comme ça que j'expliquais. Okay. Et sur la quantité, du coup, ce que tu dis que là, tu les entraînes tous les jours? Moi, on avait cette chance-là à l'époque. Okay. Moi, Sylvain, sur l'aspect continuité, je suis tout à fait d'accord avec toi globalement, sur 2 ans, c'est sûr. Et je pense que moi, j'ai une moyenne de projets dans lesquels je me suis inscrit, sur 3-4 ans, plutôt 4 ans même. Et je pense que ça peut être intéressant de les avoir un peu plus longtemps en fonction du contexte. Mais c'est vrai que aussi, ça peut être intéressant des fois après de les passer à notre entraîneur aussi, pour
pour différentes raisons. Une fois qu'on a donné une bonne partie de ce qu'on avait à donner, si on pense qu'il peut y avoir autre chose qui peut être transmis par un autre entraîneur derrière, ça dépend du contexte aussi, hein, parce que suivant ce que tu as dans le groupe aussi. Ça, c'est important. La manière, on ne peut pas garder un groupe plus de 2 à 3 ans. Moi, je le vois, par exemple, avec mes dernières années M13, c'est la dernière année. Parce que pour certaines, ça fait 5 ans que je les ai parce qu'elles ont commencé en pupille. Ça fait 5 ans. Et 5 ans, ça fait énormément, ça fait beaucoup. Même si elles vont s'entraîner à M15, même si elles vont s'entraîner au-dessus, et même si elles voient d'autres entraîneurs avec les CRE, etc., ça fait énormément. Et ça fait même des fois, ça fait beaucoup trop. Moi, j'ai vécu des situations avec la génération 2000 où l'entraîneur qui est passé derrière moi, bah, il y avait tellement d'affectifs avec cette génération-là entre elle et moi qu'il a eu du mal à faire comprendre aux filles que j'étais plus leur entraîneur, que j'étais plus là, que s'il y avait un problème, c'était lui qui devait gérer ça, pas moi qui était plus sur le groupe, qui était sur notre génération. Et donc, ça a été compliqué. Et c'est pour ça que quand tu dis école de volley M15, oui et non. Ouais, toi, tu vois que l'éventail il est un peu trop grand là-dessus. Il est trop grand. Là. Ça dépend du contexte aussi. Qu'est-ce qu'il y a derrière Si c'est un contexte, là, actuellement, à Villejuif, on a changé un peu les choses. C'est que Samuel, qui arrive au club, qui est présent avec nous, là, s'occupe des M15. Et là, actuellement, sur les M13, elles font, les entraînements, on fait un entraînement avec moi et 2 entraînements avec lui. On change, on essaie de diversifier le discours pour leur progression. Mais le contexte, comme tu disais, Jérôme, il est important. Moi, je vois à Thionville, je n'ai pas ressenti ça, par exemple. Les gamines, je les ai pour certaines du baby volley, donc 3 à 6 ans. Je les ai eues jusqu'en M15. Par contre, à partir de M15, deuxième année, on commence à sentir cette bascule chez les filles. Voilà. Mais c'est là où je reviens sur l'importance de les investir dans un projet et de s'approprier un projet. Donc, qui n'est pas forcément lié à l'entraîneur, mais qui est lié à leur vie de groupe, à leur vie d'équipe, quoi. Et voilà. Par contre, le discours de l'entraîneur, moi, je sens la bascule en deuxième partie de saison. M15. Moi, je pense qu'en moyenne, au départ, 3-4 ans, c'est bien. Qu'en fonction d'un certain contexte, on peut tirer un peu plus. Même si derrière, il y a les moyens de mettre un autre entraîneur, ça peut très bien se passer. Mais si même que ce soit l'entraîneur, d'abord, s'il pense qu'il n'a pas forcément donné, qu'il peut encore donner pour ce groupe-là, qu'il a encore des choses à transmettre importantes et tout ça. Donc, je pense que là, on peut faire tirer un peu plus. Mais par contre, après, l'autre contexte, c'est si on sait que derrière, il n'y aura pas de continuité dans le travail, parce que le contexte de club fait qu'on n'a pas forcément les moyens humains, pas forcément toute la structure sur l'ensemble du parcours, ben là, ça peut être intéressant de les garder aussi. Je réagir justement à ça par rapport à ce que tu dis, Jérôme. Il y a un facteur qu'il faut prendre en considération, c'est le facteur humain, le facteur ressources. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je vais vous donner l'expérience de la manière dont on a organisé les choses avec ça. C'est chez les petits, moi, je suis chez les M11, avec ces 3 groupes de niveau. J'interviens sur le groupe 2 et le groupe 1. Le groupe 3, je mets une joueuse qui joue en équipe 1 avec moi. Donc, j'interviens chez les petits. Avec la Coupe de France, championnat, je sors, c'est pas moi, c'est pas la et je m'occupe de la Nationale 2. Donc, si vous voulez, l'écart entre les deux, je transmets parce que j'ai la chance d'avoir des ressources humaines ou des entraîneurs compétents dans la transmission. Et le vendredi, c'est un peu l'entraînement de transition, si je puis dire, puisque les filles, mes M13 sont surclassées dans une équipe 2, M15. Ça me permet de continuer à parfaire leur formation, mais plutôt en tant que second, puisque c'est leur premier du championnat qui s'occupe d'elles. Et moi, je viens en support. Voilà. Donc, là, il y a une présence intermédiaire entre 2 catégories. En m'occupant des petits, il n'y a que dans le groupe 3 où j'ai un regard dessus. Le groupe 3, c'est, voilà, vous comprenez, 3, 2, 1. Et il y a 2 entraînements à la semaine. Je fais le groupe 2 sur un créneau et je fais le groupe 1 sur l'autre créneau, avec chaque fois un accompagnement d'entraîneur. Et de cette manière-là, avec une présence chez les petits et une présence intermédiaire ensuite dans le surclassement, et la possibilité aux meilleurs M17 de pouvoir
revenir avec moi, si je puis dire, puisqu'elles ont, j'ai des exemples depuis l'année dernière, des filles que j'avais en M13 qui maintenant jouent avec moi en National 2. Donc ça, c'est rigolo de créer ça en fait. Donc, voilà, je partage ça. Mais là, ta présence, le contexte, c'est que ta présence, elle est dosée, elle est calibrée. Et moi, je parlais surtout de l'entraîneur qui s'investit à 99,9% avec un groupe que les joueurs, joueuses ne voient que lui, que elle, comme entraîneur. Et que du coup, d'un côté comme de l'autre, je parle de côté entraîneur, une fois que tu penses avoir transmis la grande majorité, l'essentiel de ce que tu avais à transmettre pour ce groupe. Et après, du côté joueur ou joueuse, ben, plus tard, c'est quoi? C'est quand même un joueur ou une joueuse qui doit s'adapter à différents contextes, à différents entraîneurs. Et créer. Le risque, c'est quoi? C'est la dépendance. On a parlé tout à l'heure de dépendance affective. Dépendance affective, mais il peut avoir une dépendance technico-tactique dans la façon d'aborder les choses, le jeu. À partir du moment où il y a la compétence qui est là et qu'il y a la structure, voilà, moi je donne mon point de vue qui n'est pas exclusif et qui est de mon expérience actuelle. Mais voilà. Et il y a quand même, bien sûr, voilà, il n'y a pas de dogme. C'est juste que, voilà. Idéalement, ce serait bien de s'appuyer au moins sur deux compétents, un qui fait les petits et un qui fait la liaison ensuite 15. Vous voyez, la liaison 15-17. Pour qu'à un moment donné, il y a un schéma comme ça, un équilibre qui se crée comme ça permet aussi aux jeunes d'avoir une autre approche à l'entraînement. Les habituer à avoir une autre approche, une autre perception, une autre transmission d'un entraîneur. C'est important pour éviter, tu l'as souligné, à cette dépendance. Je confirme, à un moment donné, avant que je fasse l'équipe 1, j'avais la filière 13, 15, 17. Ça m'a pas empêché d'avoir des résultats. J'ai probablement aussi ce facteur chance qui est intervenu. Mais après, quand moi je les ai récupérés sur ma première année de gestion de l'équipe 1, croyez-moi, ça n'a pas été simple. Lionel peut en parler parce qu'il a des filles qu'il a côtoyées aussi en parallèle sur des Coupes de France. Ça n'a pas été simple, je vous l'accorde. Voilà. Non, mais le résultat de cette discussion, c'est de se dire que ça dépend effectivement des contextes de club, quoi. Y a pas de... L'idéal serait de pouvoir changer de discours régulièrement, mais ça dépend des contextes. Pardon, Lionel, est-ce que je peux poser une question? Ouais, rapide, c'est les mains. Oui, rapidement. Non, justement, la question qui était posée aussi pour l'effectif de 12 ou est-ce que le 11e, 12e, ça rejoint un peu, est-ce que cette compétition, effectivement, est-ce qu'elle est pour la performance ou la formation? Ça veut dire l'effectif. Moi, je vous donne juste vite fait des statistiques. Par exemple, une fille sur une Coupe de France, il y a 7 tours, comme tu as dit, avec la finale, elle peut jouer 20 matchs. Par contre, une fille qui est 10e, 11e, elle peut jouer même pas 4, 7, 5, 6, 7. Après, je peux vous dire, une fille sur la totalité d'une saison, comme a dit Cyril, elle peut jouer en senior, machin, et elle peut arriver à une cinquantaine de matchs. Et d'autres qui vont jouer sur la saison. Est-ce que cet objectif de Coupe de France, qui a, à part ses qualités, je pose la question, par rapport à l'objectif, par rapport même à la durée de cette Coupe de France, la mise en place par les clubs, c'est la question qui était posée. Est-ce que c'est la performance ou la formation? Est-ce qu'on peut rejoindre? Moi, je te dirais les deux. Moi, je pense les deux. Moi, je suis d'accord aussi, les deux. Les deux, mais le curseur pour la Coupe de France, pour moi, il est plus orienté sur la performance. Les deux, et après 55-45, 60-40, 65-35. Et après, moi, j'utilise plutôt le championnat, par exemple, départemental, régional, sur un curseur qui est inversé, mais important aussi. Les deux sont toujours importants dans l'aspect formation, en fait, finalement. En fait, ça permet de faire le parallèle sur la suite de ce qu'on voulait évoquer. C'était que pour performer, il faut savoir aussi découper sa saison. Performer en Coupe de France, encore une fois, on remet dans le contexte du sujet. Pour vous donner une indication, là, sur Thionville, on l'a découpé en 4 temps, la saison. Du tour 1 au tour 5, 4-5, ça dépendait des générations. On était plutôt sur former les joueuses dans la globalité, c'est-à-dire que soit on avait un effectif un peu plus restreint et à ce moment-là, on faisait passer les joueuses sur différents postes, des postes où elles avaient un peu moins l'habitude, soit on faisait jouer les joueuses dont on sait qu'en deuxième partie de saison, quand les tours compliqués arriveront, on pourrait moins les faire jouer. Donc voilà, c'est plus là, ça rejoint ce que tu disais, Célim, c'est que là, on est dans une logique de formation.
d'équipe globale, dans sa globalité. Après, il y avait une deuxième phase dans la saison. C'était donc du tour 4, 5 jusqu'au tournoi, donc on en parlait tout à l'heure, de faire jouer les joueuses le plus possible, jusqu'au tournoi de Rixheim. Donc là, c'était une date phare dans notre calendrier, dans notre saison, ce fameux tournoi. Parce qu'encore une fois, très compétitif, des équipes étrangères, donc des cultures de jeu différentes, donc c'était hyper riche. Voilà, donc ça, c'était notre deuxième partie de saison. Et donc après, ça allait du tournoi de Rixheim jusqu'aux phases finales. C'était notre troisième temps dans la saison. Et ce tournoi de Rixheim, c'était pour nous notre rampe de lancement vers les phases finales, justement. C'est ce qui nous permettait de vraiment mettre en place tous nos principes de jeu, nos principes également de vie collective, parce qu'à Rixheim, c'était sur 2 jours. Donc, quelque part, il y avait une organisation de type phase finale dans la gestion de la fatigue, la gestion du stress et toutes ces choses-là. Voilà. Et le quatrième temps, c'était les phases finales. Les phases finales, donc là, bon, là c'est encore particulier, qui, elle, était coupée en 2 temps également. La première phase, les phases de poule, et puis ensuite les quarts de finale, si tout se passe bien. Pour répondre à… Donc j'ai vu là, parce que je n'ai pas trop suivi, je vous avouerai sur le chat, quelle date le tournoi de Sylvain. Donc c'est le tournoi de Rixheim, donc on est sur du tournoi M15. C'est début avril, Cyril, dans ces eaux-là? Ça dépend, ouais, on va dire en avril. Il y a pas… Il y a souvent c'est Pâques, c'est la période de Pâques. D'accord. C'est généralement avant le 7e tour, je crois. Ouais, c'est ça, avant le 7e. Lionel, Lionel, toute ta planification, je suis tout à fait d'accord avec la progression dans la logique et une planification, mais dans un contexte où tu planifies pour aller, tu penses, tu as projeté sur 1, 2 ans, 3 ans d'aller au bout à cette année-là. Tu sais que tu as le potentiel de jouer alors, le podium. Après, tu as pour moi la même logique de progression, mais qui va être décalée d'un temps avant. Exactement. Si jamais tu programmes de participer aux phases finales. La même logique de progression si tu programmes cette année d'essayer de passer au moins 4-5 tours. L'idée, c'est toujours performer en Coupe de France pour moi. Mais c'est important de préciser après pour ceux qui… Ouais, c'est pour ça. Mais là, tu n'es pas au début. On en a parlé de ça, effectivement. Je pense que là, ce qu'on partage, là, ce partage d'expérience, il peut se transposer à des objectifs qui sont de 4e ou 5e tour, comme tu le disais. Si pour certains, d'être au 5e tour, c'est comme si ça représente une phase finale, et ben à ce moment-là, on peut s'organiser autrement en amont. Bon, après, il faut bien sûr trouver des tournois, il faut trouver des matchs amicaux autour de ça. Mais oui, moi, je pense que ça peut tout à fait se transposer. Ce sera juste un peu écourté dans le temps. Voilà. Si vous voulez réagir, Cyril ou JC. Ouais, moi j'aimerais juste, pour aller dans ton sens, et là j'ai plus mis l'accent sur les moyens en réalité. Je vous ai un peu listé des choses pour moi qui sont essentielles dans la programmation. C'est que moi je détermine, on va dire, on va partir sur 3 semaines avant 2 tours. Voilà, à peu près, schématiquement, ça peut être 4. Il est arrivé, alors peut-être 2, je ne suis pas certain, peut-être arrivé 1 ou 2 fois. En tout cas, 3 minimum. C'est de se dire, il y a la semaine après le tour, il y a la deuxième semaine, il y a la semaine avant le tour. Donc, moi, je fais le distinguo, si vous voulez. La semaine après le tour, c'est peut-être un site, je l'ai un peu évoqué. Je donne un petit peu de temps de partage à l'égard des autres, au moins sur un entraînement. Je mets en place une partie de l'entraînement. Des fois, je leur demande de venir un peu avant pour avoir une partie de débriefing, pour échanger, pour qu'à un moment donné, on libère la parole sur ce qui s'est produit. Et je répète sur la manière. C'est la manière. Est-ce qu'on a répondu au travail qu'on a effectué à l'entraînement, pour qu'à un moment donné, elles se questionnent les unes les autres, qui est vraiment un temps de partage. En général, ça dure une demi-heure. Et la deuxième semaine, on est sur un temps de transition, donc on reste dans une continuité de programme, puisque je définis à chaque fois des blocs de travail en fonction des joueuses que moi j'ai. Alors, je ne vous cache pas que pour moi, ma priorité, c'est le fond de jeu. J'estime que d'abord, avant d'attaquer le bloc défense, avant de travailler un système un peu élaboré, je travaille vraiment sur le corps, sur quelque chose, sur des situations où on a beaucoup de situations en système Balkado, en M13, puisqu'il s'agit de cela. Après, évidemment, dans les catégories, je pense que la bascule, le rapport de force, en tout cas l'équilibre dans le rapport de force, il s'installe d'une manière différente et avec des choses à privilégier en 15 et en 17 pour avoir fait les deux aussi. Mais en tout état de cause, en 13, moi je mets l'accent là-dessus et progressivement en fonction du moment,
Par exemple, cette année, je pouvais rapidement m'installer sur du bloc défense. J'ai les joueuses pour. Donc, ça veut dire que je peux gagner du temps, je peux gagner dans… là, cette année, je voulais même m'installer sur des projets gérer le temps sur les phases offensives. Vous voyez, sur des situations où, quand la balle est dans une zone, on vient attaquer sur un temps plus rapide. Mais parce que j'avais la possibilité de le faire. Et j'ai des générations où on a visé que le 5e tour et que j'ai installé les choses, les blocs, les uns après les autres. Donc, dans la continuité, la deuxième semaine, elle est basée là-dessus. Et la semaine avant les tours, j'enlève mon M15. Je ne veux pas qu'elle joue en 6. Voilà. Elle ne joue pas. J'ai assez de profondeur d'équipe pour faire que ces M15 jouent sans ces M13. Un peu juste, c'est vrai. S'il y a un plateau, c'est déjà arrivé. Je parle de M15. Mais elles ne font que du M13. Et donc, le vendredi, ils basculent en M13, en 4-4. Donc, ce qui me permet d'avoir 3 entraînements avant le tour. Bon, vraiment d'être dans une philosophie de travail et pas passer de 4 sur du 7-7 à du 9-9 et revenir le dimanche sur du 4-4 avec des ballons différents. Ça, voilà, on met l'accent là-dessus. Je vais expliquer un peu comment je fonctionne. Je fonctionne donc j'ai parlé du débriefing que je produis sur la semaine avant le tour. Je vais insister aussi sur le briefing. Moi, j'accorde du temps pour préparer la semaine avant le tour. C'est là où aussi j'installe, avant de parler du briefing, c'est là où j'installe souvent un ou voire 2 matchs d'entraînement. Je sais que les oppositions, elles sont riches, notamment contre des garçons. Nous, nos meilleurs garçons du département, je m'oppose contre eux. Parce que sur la puissance, il nous est arrivé de le faire en 15, même si on commence déjà à avoir une puissance, une hauteur d'intervention à la balle par rapport aux garçons un peu différents de celle des filles. Ceci étant, il n'y a qu'en M17 où on a un autre projet, on les fait jouer contre les National 2. Ça, c'est un autre travail, c'est une autre perspective, mais on attache de l'importance aussi à ça. Les 13 ont fait ces matchs-là. Et voilà, parce qu'on se met dans une situation compétitive. Aussi bien pour les garçons qui sont encore en tour, on travaille beaucoup avec Isaac ou avec Irsay, pour faire qu'à un moment donné, on est ce résultat qu'on attend pour le dimanche. Et je parlais du briefing. Le briefing, c'est vraiment intéresser l'ensemble du groupe à définir des orientations par rapport au tour qu'il va avoir. Quelles vont être les missions générales du groupe? Où on en est? Voilà. Aujourd'hui, on a bien travaillé. Et là, moi, je mets un paquet de feedback positif pour dire, les filles, on a bien bossé, on est prêtes. On a bien bossé, on est prêtes. Parce qu'on a fait ça, ça et ça. On en était là, maintenant on en est là. Maintenant, on avance ensemble. Et ça, c'est important de définir qu'il y a une forme de relation, de complicité avec ton groupe qui fait qu'à un moment donné, tu es moteur et que les filles s'accaparent le projet. Ça a été dit. Donc, moi, voilà, je mets l'accent là-dessus. Et je vais même insister avant les tours. Il m'est arrivé, alors je vous le donne comme ça, sur des tours importants. Je savais que l'opposition allait être rude. Je pense à des 5e, des 6e ou des 7e avant de passer en phase finale. Ce qui m'a permis à un moment peut-être de faire un peu la différence. En tout cas, c'est ce que moi je pense. C'est que je faisais des briefings individualisés de 2 à 3 minutes par joueuse. C'est-à-dire que avant d'aller au combat, je disais, et là je faisais la pipouse de positif en disant, toi, ton job il est là, éclate-toi, amuse-toi, check, et c'est parti. Et l'une après l'autre. Alors c'est vrai, avec mon adjoint, on le fait. Ça dure, on va dire, 1 heure, 1 heure et demie, 1 heure pour faire tout le monde. Comme ça, on les voyait à un endroit où, à l'hôtel, on était bien. Mais moi, je vous encourage à le faire parce que ça, quelque part, se dire, ça veut dire quelque part, ça veut dire merci, quoi. Merci de m'accompagner, merci de me faire confiance. Et à un moment donné, il faut l'installer, ça, dans la relation. Je finis mon intervention parce que j'avais préparé un petit truc. J'utilise beaucoup la vidéo aussi, notamment pour du débriefing. À un moment donné, dans un schéma de jeu, c'est de se dire, par exemple, on a parlé du tournoi de Rixheim pour les M15, M17, mais on peut parler du tournoi des NCSI qui a lieu en février aussi, dans les mêmes caractéristiques, plus de 40 équipes filles-garçons, ou là en 4-4. Et là, moi, j'utilise la vidéo pour qu'à un moment, dans un schéma de jeu et avec l'enjeu qui est le tournoi, si je puis dire, mais d'utiliser la vidéo pour travailler les systèmes et pour qu'il y ait vraiment une relation et un échange avec les joueuses. Voilà, je suis à peu près tout dit. Sinon, j'installe aussi un petit cahier. Je fais des petits cahiers comme ça, où je mets à l'intérieur un certain nombre de choses. Voilà, j'ai établi un petit… Je pourrais
faire des photos. Ceux que ça intéresse, je peux vous laisser mon adresse mail. Ceux que ça intéresse, vous m'envoyez un mail. Moi, j'ai un peu de contenu. Voilà, c'est un petit livret de formation, si je puis dire, où il y a un contrat moral. Alors, j'ai pas mis en fichier Word ou Excel, mais comme dit, je vais vous laisser mon adresse mail. Voilà, il y a des fondamentaux. La joueuse, ses devoirs, ses droits. Voilà, après, il y a des principes généraux, le temps. Qu'est-ce que doit faire la passeuse sur un temps donné, tu vois, avec tout l'enchaînement de tâches qu'il y a à produire. Voilà, la décentration, sortir de la balle. Qu'est-ce qui est important? Et dans votre travail, et moi, je travaille pas mal là-dessus. Voilà. Qu'est-ce que moi, je voulais encore vous montrer? Voilà. Il y a les atouts au volet et je mets l'accent sur. Il y a quelques citations. Voilà, le mental est primordial et elles prennent la citation qu'elles veulent. Et souvent, avant les matchs, je leur demande d'en retenir une et qu'elles le partagent à l'égard du groupe dans les vestiaires. Dire voilà, c'est quoi ta phrase? Qu'est-ce que tu as retenu des 20 citations? Et comme ça, tu crées une philosophie de vie dans le groupe et d'échange et d'esprit de compétition. Voilà, comme ça que je marche. Cyril, ça, c'est des fiches que tu distribues aux joueuses ou c'est des trucs que tu discutes voilà, c'est des polycopes. J'en distribue, on va dire, une tous les blocs de 3 semaines ou deux tous les blocs de 3 semaines qui font qu'à un moment donné, elles se l'accaparent. Elles l'ont dans son processus de formation de joueuse et elles tiennent un petit livret de formation. Je le fais pour les petits, enfin, sur le projet Coupe de France M13. Hein. Okay. Mais je vais vous laisser mon adresse mail. Pour ceux que ça intéresse, je ferai les photos et je vous enverrai. Alors, ce sera des photos. Hein, vous pouvez les retrouver. Voilà. Moi, à chaque fois, je prends les polycopes. Là, je les photocopie et après, je leur distribue. Voilà. Par rapport à l'intervention de Cyril, ce qui pourrait peut-être être intéressant, c'est d'échanger les uns et les autres sur les tournois. Alors, pas forcément de vive voix maintenant, mais peut-être par mail, sur les tournois que les uns et les autres connaissent dans leur secteur. Parce que c'est vrai que nous, sur le quart Grand Est, on va dire, on a quelques dates, bon, on en a parlé là à l'instant. À l'étranger aussi, en Belgique par exemple, parce que nous, c'est quasi frontalier, voire au Luxembourg en ce qui me concerne, parce que Thionville, c'est à la frontière. Voilà, ce serait peut-être intéressant, même les personnes qui verront ça sur YouTube, de se dire, voilà, on essaie de centraliser un peu toutes les connaissances qu'on a sur les tournois existants environnants, parce que encore une fois, je pense que pour performer en Coupe de France, il faut jouer et se mettre dans des situations complexes que des tournois peuvent proposer, quoi. Voilà, donc on pourra peut-être se faire ça. Alors, je ne sais pas si c'est Shafik qui doit venir intervenir pour clore le débat, mais si on peut encore déborder un petit peu. Une alerte, Lionel. J'ai fait l'atelier. Alerte Shafik. Alerte, mais attends-toi, dans un petit quart d'heure, il y aura l'alerte. Alerte Shafik. Donc, ce qui serait peut-être intéressant d'aborder, c'est, Cyril, tu l'avais suggéré hier en réunion, c'est les contenus dans une séance de volley qui précède un tour de Coupe de France ou dans une séance type entraînement Coupe de France. Ce serait peut-être intéressant d'aborder, bon, ce sera assez bref, hein, désolé. Ouais, mais ça va être bref parce que c'est un long débat, c'est de la méthodo et il faudrait presque un atelier pour ça, mais je vais vous partager ce que moi je me semble important chez les jeunes dans leur capacité cognitive et motrice. Moi, j'installe beaucoup de motricité, de coordination, de latéralisation, de décentration. En début de séance, dans la manière, une approche sans ballon, avec ballon, j'en mets à toutes les sauces et j'essaie que ce soit diversifié, que ce ne soit pas toujours répétitif et ennuyeux. Ça, c'est important. Ça peut être à l'égard, ça peut être en fonction de jeu, ça peut être dans le duel, ça peut être. En tous les cas, j'essaye que pendant, on va dire, les 40 premières minutes, avec au moins au début, ou des fois je démarre même avec les ballons, ça peut arriver dans la manière de se préparer. Alors, il y a une chose que je mets, j'ai peut-être négligé, les 5 premières minutes, elles sont pour elles, c'est séance bavardage. Ça veut dire elles sont ensemble, elles se réunissent, elles se font les articulations, elles se mettent en condition d'entraînement. Ensuite, moi, j'interviens avec mon adjoint, Julien Capellaire, que je salue au passage, puisqu'on se supporte, on se soutient depuis plus de 10 ans maintenant. Je crois qu'on est un vieux couple de la Coupe de France, mais aussi étant. Ça fonctionne aussi comme ça. Donc là, je les réunis. Je définis le plan d'action de la séance. Je leur explique dans les grandes lignes ce qui va se passer. Voilà, parce qu'il est important qu'on continue le travail qu'on s'était fixé et donner un peu le contenu, mais sans rentrer dans les détails. Ils ont le cri de guerre.
Et ensuite, on démarre sur la partie échauffement avec 100 ballons. Et je mets, je vous le dis, beaucoup de coordination, de latéralisation, de séparer le mouvement du bas du mouvement du haut. Je fais beaucoup de rapide avec les jambes, doucement avec les bras. J'en fais un maximum. La décentration, des signaux, des chiffres, des pieds, des têtes. Voilà, définir après un contrôle manchette, un signal visuel de l'autre côté du filet, une zone à aller agresser parce que la zone, ça peut être une joueuse qui bouge. Voilà. Si vous voulez, un mélange de signaux interactifs qui fait qu'à un moment donné, d'un point de vue, tu crées des connexions de travail. Alors, je le fais même avec la Nationale 2 pour réveiller avec des balles de tennis, des cerceaux, on peut utiliser plein de choses. Je vous laisse à votre créativité. En tout cas, j'estime que pour les jeunes, c'est vachement important de le faire parce que ça ouvre une faculté à s'adapter. Voilà. Et au volley, on s'adapte. Il y a des milliards de solutions. Chaque solution est différente. On ne va pas retrouver une même situation à chaque fois. Et je pense que habituer l'esprit à être dans cette configuration, c'est un avantage. C'est un atout. Et le faire avec des enfants le plus tôt possible, ce sera un avantage pour plus tard. Voilà, pour être en capacité de créer un enchaînement, d'être dans de se gérer dans les interrelations, de regarder l'équipe adverse, d'être en capacité d'être en avance sur le temps, pour pas être en réaction, mais en anticipation. Voilà, moi je pense que c'est important. Après, dans le contenu, le cœur de la séance, il y a un schéma d'exercice en fonction de ce que tu veux bosser. Voilà. Ça, je ne vais pas revenir dessus sur les séquences plutôt de relance. Après, j'intègre la notion de système less en fonction de l'adversaire, en fonction de nos capacités aussi d'aller au contre ou pas. C'est de se dire, on articule, on rajoute ça. Et en dernier, voilà, il y a des situations. Moi, je sais que le passage au filet, la première des choses que j'installe, qui est important, c'est cette notion de tiroir. Je travaille en système carré, pour faire que l'intervention initiale se fait. La joueuse est là parce que sur un mauvais renvoi, sur une mauvaise réception de l'équipe adverse, on peut intervenir sur la balle pour faire que le point soit facile. Tout de suite. C'est de se dire, voilà, vous voulez des points faciles, il y en aura 3-4 en match, je vous le dis. C'est la balle, elle arrive à la bande du filet. Si vous êtes vigilant dans votre zone milieu de terrain, vous intervenez sur la balle et vous la descendez, c'est fini. Enfin, 9 fois sur 10, c'est fini. Donc ça, c'est important dans l'analyse d'installer tout de suite une compétence d'agressivité à l'égard de ce filet-là. Parce que c'est une notion de duel. Après, quand je rentre dans un schéma joué, parce qu'il y a la phase exo, mais il y a la phase jouée aussi, la phase duel, où à un moment donné, tu définis le sens du jeu, des règles du jeu, savoir qu'à un moment donné, en fonction, tu peux utiliser le schéma de terrain, le nombre de joueurs, la hauteur du filet, enfin tout est possible. Tout est faisable pour qu'on favorise ce sentiment de duel et je pense qu'il faut l'installer. Donc, étape 1, c'est tout l'aspect moteur et cognitif. Étape 2, l'exo proprement dit, sur quoi tu veux aller, vers quoi tu veux tendre, ça c'est le corps. Et ensuite, dualité. Et dualité en permanence, quoi. Pour qu'à un moment donné, elle s'habitue à ça. Voilà. Et voilà, pour moi, c'est vraiment… et après, une notion remise au calme, temps d'échange, étirement, voilà, où à un moment donné, je crée l'échange. Bravo les filles, feedback positif à mort, parce que bravo, je vous félicite. Voilà, très bien travaillé. Et croyez-moi qu'il n'y a quasiment pas un entraînement, je vous le dis, où j'ai pas l'engagement. C'est-à-dire qu'elles arrivent, elles sont en randonnion, à l'écoute comme ça, les oreilles comme ça, parce qu'on a mis un cadre favorable. Et dans ce cadre, on s'amuse. Parce que quand même, avant de terminer, l'amusement, le plaisir d'oser, se dire, elles ont raté, elles ont eu l'intention de faire quelque chose, c'est pas grave, tu as eu l'intention. Tu étais en situation quoi? Tu étais en situation max, tu as essayé, tu as raté, mais je suis avec toi. D'accord? Par contre, le fait de ne pas faire, ça me pose questionnement. Donc, ce questionnement, je partage. Parce que pourquoi tu n'as pas fait dans cette situation? C'est le pas faire qui, pour moi, m'intéresse plus que le faire. Voilà. Samuel, tu voulais réagir, pardon. Oui, tu disais là, à l'instant, là, tu disais que dans ce contexte-là, elles arrivaient, elles étaient à l'écoute, prêtes à partir sur un entraînement de qualité. Et en début de séance, on parlait justement de cette Coupe de France qui était trop sacralisée chez les jeunes. Est-ce que ça n'en fait pas
cette attitude ne le montre pas également, parce que moi je le vois également, elles n'ont pas la même attitude sur un entraînement qui précède un Tour de Coupe de France, qui est avant un Tour de Coupe de France, que sur un entraînement normal, on va dire. Tu as raison. Mais alors moi, je ne mets pas l'accent sur la semaine avant, c'est tout le temps. C'est tout le temps. En fait, c'est plutôt une culture. C'est plutôt une culture de comment et comment tu t'entraînes. Comment tu t'entraînes, je te dirai quel joueur tu es. C'est ça, pour moi, l'important. L'important, je le situe là, le curseur, je le mets là. Ça sort du schéma de l'enjeu, des situations, de mettre trop à... Moi, je trouve que c'est normal. Et moi, pour moi, c'est un niveau d'exigence. Cyril, c'est normal. C'est normal si c'est défini au départ. Là, on en revient sur le tout début de l'intervention avec le fait de valoriser la compétition et le fait de fidéliser ces gamins, l'appartenance à l'adhésion au projet. Et là, je pense que ça suit derrière. Alors, bien sûr, il faut des piqûres de rappel dans la saison parce que c'est vrai que même sur les premiers tours de Coupe de France, en tout cas, encore une fois, dans notre contexte, peut-être que ça peut être pris un peu à la légère. Donc, bien sûr, il faut des piqûres de rappel. Mais je pense qu'une fois qu'elles ont adhéré, après, ça va tout seul. Et comme le disait Cyril, c'est dans le cadre de chaque entraînement. Cette exigence-là, elle est présente à chaque entraînement. Moi, je sais que je joue aussi beaucoup sur le fait qu'on avait des effectifs, encore une fois, dans chaque génération de 20, 24 joueuses. Et voilà, ça m'est arrivé une ou deux fois de dire, écoute, si tu te comportes encore comme ça, tu sors du dispositif Coupe de France. C'est faire comprendre aux joueurs, aux joueuses que la Coupe de France, au début, dans leur tête, c'est que le jour du match. Après, c'est la semaine avant. Et après, il faut leur faire comprendre que c'est les semaines avant, les autres matchs aussi, qu'on performe en Coupe de France, finalement. Non, ça, bien sûr, mais comme vous l'expliquez, c'est vraiment la semaine d'avant, d'elles-mêmes, elles sentent que ce n'est pas la même chose et qu'elles ont un investissement qui est encore supérieur à l'entraînement. Ouais, le but, c'est de les amener à comprendre, justement. Après, mais tu as raison, Samuel. Je te laisse la parole, JC. Tu as raison, Samuel. Je pense que intuitivement, mais peut-être même pour nous, les entraîneurs, peut-être même pour nous. Moi, ça m'est arrivé, je me suis surpris plusieurs fois, arriver les vendredis, veille de Coupe de France, à m'énerver plus que la normale. Tu vois. Donc voilà. JC, vas-y. Oui, non. Il faut bien comprendre, il faut bien réussir. C'est ça, nous aussi, notre objectif en tant qu'entraîneur, qu'un entraînement Coupe de France et un entraînement après Coupe de France soient identiques. Et voilà, c'est pour ça que moi, j'insiste, avec les générations d'avant, j'insiste beaucoup sur l'entraînement d'après. L'entraînement d'après Coupe de France. Moi, je me suis souvent très fâché, sévère, avec elle, sur l'entraînement d'après. Parce qu'elle ne répondait pas aux exigences d'un entraînement qu'on avait mis en place en termes de combativité, en termes de concentration, en termes du projet qu'on avait mis en commun. Et c'est un processus qui est long et qui est très difficile à avoir. On joue à ça, mais et quelque part, on ne peut pas leur en vouloir parce que c'est évident qu'après une grosse performance, imaginons une grosse performance, il y a une certaine forme de relâchement. Ouais, mais il faut lutter contre ça. Après, tu vois, ça dépend dans quel bassin de pratique tu es. Tu vois, et ça dépend de la génération que tu as. Moi, je veux la génération, autant la génération 2000 avec les Lola et Crassi, tout ça, il n'y avait pas de problème. Autant avec la génération 2002 qui était plus compliquée, etc. Il fallait qu'elle soit tout le temps en combat. Elle ne pouvait pas se permettre d'avoir du relâchement. Et ça, c'était même après les tours de Coupe de France où on gagnait 25-3, 25-4. Je leur disais, ouais, mais voilà, il faut continuer à s'entraîner. Ce n'est pas parce que vous avez gagné un match facile le dimanche que c'est bien. Que l'entraînement, ce n'est pas ça. C'est réussir dans sa préparation d'entraînement, et surtout nous, parce que des fois, nous aussi, on a du relâchement, nous aussi, on est fatigué, il y a plein de contextes, etc. Réussir à mettre toujours le bon tempo au bon moment et être régulier. Voilà, tout simplement. Demander une certaine régularité. Pascal, tu voulais réagir? Je t'ai entendu. Oui, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, je suis sur la route. Ça va? Ouais, on t'entend. Ok.
Ouais, ce que je voulais dire, justement, par rapport aux notions des entraînements d'avant et d'après, moi, les interventions que je faisais avec mes groupes de Coupe de France, bah, souvent, la semaine d'après, on partait sur du spécifique, qui permettait aussi de faire autre chose. Et pas, enfin, des fois, voilà, j'essayais de planifier les entraînements qui devenaient de plus en plus collectifs, on va dire, au plus proche d'arriver à un tour de Coupe de France ou à un match de championnat hyper important. Et donc, du coup, la semaine d'après, évidemment qu'il y a un relâchement et dans tous les cas, c'est humain. Donc, faut pas non plus, je pense qu'il n'y a pas besoin de se battre aussi tout le temps contre. Et donc, du coup, d'aller faire du spécifique, des fois, on était deux entraîneurs, donc c'était plus simple, d'aller faire du spécifique avec d'un côté la réception, de l'autre côté la passe, etc. Et ben, mine de rien, là, ils avaient envie de s'y mettre. Et du coup, je pense que ça peut être aussi intéressant de voir un peu les entraînements autrement que toujours pareil, quoi, en fait. Je pense qu'il faut varier selon les importances du moment. Ouais, tu as raison. Je pense que oui, toi, tu parlais de mettre du spécifique individuel. Ça peut être aussi simplement partir sur des formes de jeu, certes, qui ont un intérêt qui peut servir dans la Coupe de France derrière. Voire, ça pourrait être aussi amener une séance beaucoup plus courte, mais une séance de prévention physique avec en musique, des choses comme ça, ou alors de la motricité avec des steps. Enfin, il y a plein d'idées, effectivement, il faut accepter, comme tu disais Pascal, il faut accepter qu'au sortir d'une grosse performance, il y a une chute émotionnelle pendant enfin, au moins un entraînement. Et donc, c'est à nous après d'être malin derrière ça et de l'accepter et de se dire, je vais organiser l'entraînement suivant différemment. Voilà. Et pour ça, il y a plein d'idées. C'est ça. Moi, je pense que voilà, on avait souvent, il y a des groupes qui ont 2 à 3 entraînements pour les groupes de France. Voilà, le premier entraînement après la coupe, évidemment qu'il faut faire autre chose. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire l'entraîneur? Il va s'énerver et de toute façon, la séance ne sera plus. Donc, il faut faire autre chose, il faut vraiment faire autre chose directement. Ok, merci Pascal. Merci Pascal. T'as eu le message de Shafik? J'ai rien eu. Écoute, là, on est parti. C'est affiché. Il est l'heure d'aller manger, il a marqué. Ah bon? Je sais pas. Est-ce que rapidement, quelqu'un veut réagir poser une question parmi… Oui, Jérôme. Merci pour tous ces partages d'entraîneurs. Intéressant, hyper intéressant. Merci à vous. Lionel, il y a une question de Samuel, visiblement. Dans la préparation, tu fais ton 4 ou 6 titulaires contre les remplaçants, puis tu mélanges avec les remplaçants. Après, ça dépend. Tu parles des matchs d'entraînement, des matchs des matchs d'entraînement et des matchs amicaux. Je T'entends pas, Samuel. Le micro, voilà, ça va être mieux. Je disais, c'est dans le cas où tu n'as pas forcément la possibilité de faire une opposition ou un match amical avant le tour de coupe, si tu veux faire travailler ton 6 qui débutera le week-end, est-ce que tu mets ton 6 contre les remplaçantes ou tu mixes? Alors, je ne sais pas si je vais répondre à ta question. Moi, quand j'ai pas la possibilité, quand je veux obtenir une opposition où je n'ai pas la possibilité, ça m'est déjà arrivé, je demande à des M15 les plus techniques, les plus bitcheuses de venir. Voilà. Donc, moi, j'utilise parfois les ressources du niveau supérieur pour les emmener à avoir une opposition en interne. Voilà. Du coup, tu mets toujours ton 4 titulaire contre… Non, volontairement pas. Par contre, si j'ai un travail, je vais être des 2 niveaux. J'aime bien les 2 tiers, 1 tiers. Il y a 1 tiers de temps où effectivement, en l'expliquant, parce qu'elles savent toutes où elles en sont, elles vont avoir des responsabilités à des moments. Mais le cœur de mon projet, il est quand même sur mon travail sur mon travail du 4 ou du 5. Je suis d'accord avec toi. Ouais, et là, encore une fois, on se place dans un contexte où il faut imaginer, donc là, moi, je parle des M15, où j'ai à chaque fois 12 filles à l'entraînement, ou quasiment à chaque fois 12 filles à l'entraînement, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Mais dans ce contexte-là, rarement à l'entraînement, je faisais une opposition, le 6 de base contre le 6 remplaçante, si je peux dire, pour la bonne et simple raison qu'on expliquait tout à l'heure, que c'est important de faire des oppositions, oui, mais il faut que ce soit des oppositions dans des contextes
avec une vraie opposition pour le coup. Ce qui ne serait pas le cas dans ce cas-là si on faisait 6 de base, 6 remplaçantes. Ouais. Donc là, après, c'est à l'entraîneur d'être malin dans les oppositions directes, si tu veux, voilà, et mettre tes deux attaquantes ailières majeures, mettre une de chaque côté, les mettre face à face au filet, tes libéraux pareil, enfin voilà, les répartir, tes centrales pareil, voilà, de manière à avoir une opposition relativement homogène. Voilà. Ça semble logique dit comme ça, mais ça va répondre à ta question. Sylvain, tu avais une question? Ouais, j'ai une petite question. Alors, Cyril, il a pu un peu plus développer. J'aurais aimé savoir pour Lionel et Jean-Christophe, je pense que chaque entraîneur, ils ont un peu leur méthode d'entraînement, leur fonctionnement et du coup leurs axes forts qui déterminent essentiels pour réussir à développer le jeune. Et du coup, je voulais avoir un peu plus votre point de vue à tous les deux là-dessus. JC, tu veux démarrer? Lionel, je ne sais pas pour combien de temps vous allez en avoir parce qu'on rentre dans la méthodo. Est-ce qu'on ne demanderait pas à Shafik de créer un atelier sur la méthodo en jeune? Bah, on peut, mais je ne sais pas s'il fera encore les c'est sur ce qui se passe parce que là, on va partir en étoile là pour non, mais là avec JC, on va faire ça vite avec JC. Vas-y JC, Ouais, c'est donc, deux, trois points. moi, c'est simple. En M13, je ne travaille pas en fonction de ce qui se passe le week-end. J'ai la chance, on va dire, si on peut pas, c'est à la fois une chance et le contraire, c'est qu'en Ligue de France, le niveau est pas suffisamment élevé. Donc, je ne travaille pas par rapport au match du week-end. Moi, je travaille, par exemple, je mets en place direct, dès les premiers entraînements, dès septembre, je mets en place mon système de bloc def et je peux travailler en fonction des générations. Les deux dernières générations, j'ai travaillé le bloc dès mes premiers blocs de travail, c'était le bloc et mon service récepteur. Je travaille en fonction du groupe, mais je ne travaille pas en fonction de la Coupe de France. Je travaille en fonction, mais je sais que je vais quand même arriver au bout parce que le niveau me le permet. Le niveau de l'équipe le permet. Mais je travaille mes blocs en fonction des capacités des gamins et où on en est au niveau des jeunes, au niveau du travail qui a été fait, que j'ai fait avant. Parce que j'ai un travail avant qui est énorme, quoi. Comme je les ai avant. Donc, je fais un travail énorme. Excusez-moi. Il y en a une qui a faim, JC. C'est ça, ouais. Alors, pour ma part, donc, il y a trois axes majeurs. Donc, on parle des M15, mais M13, c'est pareil. On développe beaucoup motricité. Cyril en a parlé tout à l'heure. Dans la motricité, je mets la technique volée. Hein. Donc, la motricité générale, la notion de duel, très importante. Et la dernière chose, donc, c'est par rapport à la technique que je voulais vous faire part. Ça rejoint ce que disait JC à l'instant. Ce qu'on développe ou ce qu'on travaille techniquement dans la semaine n'a pas forcément de lien avec les matchs qui arrivent. On se projette sur une saison dans sa globalité. Et pour vous donner une idée, le cycle service-réception avec les M15 de Thionville, on le commençait assez tard. On le commençait à partir du mois de janvier. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne faisait jamais de service et de réception. Encore une fois, il y avait régulièrement des oppositions et puis même des situations, je ne peux pas t'en passer, mais l'axe majeur arrivait à partir de janvier. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Jérôme, c'est qu'on se projetait sur une saison de 7e tour, phase finale, avec ce groupe-là. Et sur les 3e, 4e tours, on pouvait se contenter du niveau de service qu'on avait à ce moment-là, sans manquer de respect aux équipes qu'on rencontrait. C'est simplement le constat qu'on faisait. Et voilà, donc nos axes de travail, nos cycles de travail étaient articulés en fonction de nos objectifs, finalement. Un club qui imagine ou que ce serait une super performance d'arriver au 3e tour, moi je l'invite à commencer très tôt par le service dans la saison. Voilà, chose que nous on ne faisait pas, on démarrait par le fond de jeu, on était beaucoup sur de la relance, passe pour toutes et de la défense à ce moment-là. Alors maintenant, peut-être que maintenant, parce que ça remonte à 4-5 ans, peut-être que maintenant je ferai différemment et j'intégrerai plutôt de l'attaque et du contre. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que ces aspects-là, l'attaque et le contre, n'intervenaient pas dans les séances. D'ailleurs, on les utilisait des fois pour couper un peu. Parce qu'un cycle de 6 semaines à faire du service-réception, au bout d'un moment, ça devient un peu barbant. Donc, on essaie de le couper avec d'autres thèmes. Mais voilà, l'idée, c'était de se projeter sur une saison dans sa globalité et non pas juste sur les tours qui arrivent, quoi. Et effectivement, à l'approche des phases finales, par exemple,
on avait un deuxième gros cycle de service réception qui apparaissait. Pour vous donner, voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Sylvain. Je suis d'accord. Après, c'est vrai qu'on pourrait rentrer encore plus concrètement dans les situations que vous pourriez proposer ou qui sont à peu près de type à ce que vous faites. Après, Sylvain, c'est comment À notre atelier. Mais là, il faut venir dans les gymnases, c'est toujours pareil. Ouais, il faudrait. Ouais, voilà. Là, il faudrait faire un atelier sur la méthodo et sur du contenu, éventuellement, ça pourrait être riche. Mais je crois que le contenu, voilà, à partir de titres qu'on peut exposer, il est aussi important que l'entraîneur puise un certain nombre d'informations en externe, dans sa curiosité à lui pour progresser aussi. Ça fait partie de son cheminement aussi, de devoir avoir que des polycopes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir, mais je veux dire, la démarche, elle vient aussi de l'entraîneur. Mais il faut poser des titres et des priorités sur des séances. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y en a un qui pourra m'envoyer les tournois que vous avez référencés? Parce que nous, avec le comité M4, on a créé les catégories M14, M15 l'année dernière. On a fait des stages et on cherchait justement cette année, mais du coup, ce sera l'année prochaine, à participer à des tournois. Alors, il y en a que j'avais identifiés, mais pour être sûr de ne pas passer à côté et de regarder l'ensemble de l'offre. Ouais, bah, C'est quelle région? Toi, tu es de Bouches-du-Rhône? Il est dans le sud. C'est ça. Si vous pouvez m'envoyer, je vais vous donner mon mail. Si vous avez, moi, mais je pense qu'on a les mêmes, certains, mais peut-être qu'il y en a que. C'est de quel club, Jérôme? Là, je me suis mis sur Aix. J'ai commencé à Aix l'année dernière, enfin, cette année en fait, du coup. Mais là, c'est surtout pour le comité en fait. On a créé les stages M14, M15 en complément de ceux qui accèdent pas. Gilles Cuesta, il est toujours dans le comité ou pas? Non, il est au club de Vitrolles. Parce que j'ai envoyé à Gilles, à Aix-Venelle aussi, ils ont toutes les infos. Patricia et Fabien. Je ne sais pas si tu as des contacts avec eux, mais je peux te l'envoyer. Voilà. Non, mais de toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Jérôme. Je ne sais pas comment, mais on va essayer effectivement de centraliser. Pour les garçons aussi. Il y a ouais, filles et garçons. Ouais, bien sûr. On va essayer de centraliser. Je vais voir avec Shafik comment on peut faire, mais on va essayer de s'organiser ça. Ça intéressera tout le monde, je pense. Ok, sauf question de dernière minute. Est-ce que non? Bon, bah écoutez, merci à tous de votre présence. Et puis, on va remercier Shafik, parce que je crois que c'est les derniers ateliers de confinement. Donc, un grand merci à Shafik pour tout ce qu'il a fait. Merci. Pour que ça dure. Ouais. Du mieux possible. Ouais. Et puis, s'il y en a qui ont envie de poser des questions par la suite, bon, ben voilà, vous pouvez passer soit par Shafik, soit on se capte sur Facebook ou j'en sais rien. Bon, d'ailleurs, il y a je vous rends attentif, alors il y a une visio qui est organisée par, alors je ne sais plus si c'est demain, vous allez m'aider, avec Laurent Chambertin. Ouais. Il va parler de l'après-confinement ou dans le sport, dans la globalité, mais je pense qu'il est source d'informations riches pour nous. Ouais, c'est demain. C'est demain, non? 14h. Oui. Voilà. Super. Bon, merci à tous. Bon appétit. Portez-vous bien. Ciao. Ciao. Merci, au revoir. Salut. Ciao.